Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet événement organisé par l'ANSES. Un temps attendu pour donner les résultats les plus actuels sur le suivi des ventes et des usages d'antibiotiques dans le domaine animal et puis le suivi de la résistance aux antibiotiques dans ce même domaine. Donc nous aurons deux temps ce matin. Un premier temps qui sera dédié à cette mise en commun de nos résultats, et puis un deuxième temps qui sera organisé autour d'une table ronde. Et je vous invite donc, après la pause d'une dizaine de minutes, à rester bien en ligne et à nous suivre pour cette table ronde. Donc nous allons commencer tout de suite par la première présentation. Vous aurez deux présentations ce matin pour les résultats, d'une part les usages, d'autre part la résistance. Nous sommes ici trois sur le plateau. Anne Chevance qui est chargée de mission à l'Agence nationale du médicament vétérinaire et Sophie Granier qui travaille également à l'ANSES, notamment depuis de très nombreuses années sur le sujet de l'antibiorésistance. Donc nous allons commencer par Anne qui va nous présenter les données du suivi des ventes et des usages des antibiotiques pour l'année 2023. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter les résultats pour l'année 2023 du suivi des ventes et des usages d'antimicrobiens. Alors 2023 est une année charnière dans nos activités. Année charnière puisque en 2023, Calypso Vet a été lancé. Alors au lancement, Calypso Vet s'appelait Calypso, mais le nom Calypso va progressivement être remplacé par Calypso Vet. Alors, vous avez ici une représentation très simplifiée du circuit de distribution du médicament vétérinaire en France, avec bien en amont de l'utilisation les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et au plus près de l'utilisation, au plus près des éleveurs et des propriétaires d'animaux. Nous avons les fabricants et distributeurs d'aliments médicamenteux, les vétérinaires et les pharmaciens. Donc, à la NMV, désormais, on a deux suivis complémentaires de l'exposition des animaux aux antimicrobiens. Le premier suivi, le suivi des ventes, qui a été lancé en 1999 et qui repose sur les déclarations des titulaires d'autorisation de mise sur le marché. Et on a désormais le suivi des usages avec Calypso Vet, qui a été lancé en mars 2023. Et donc, on va récupérer les utilisations des fabricants distributeurs d'aliments médicamenteux, des vétérinaires et des pharmaciens, où le nombre de déclarants est nettement supérieur. Pour le suivi des ventes, on a actuellement moins de 1000 présentations de médicaments contenant des antimicrobiens qui sont commercialisés chaque année en France. Donc pour nous, le suivi des ventes repose donc sur environ, cette année, 850 présentations. Pour le suivi des usages, par contre, on s'attend à des millions de déclarations par an, compte tenu du nombre important de déclarants. Donc, je vais, dans un premier temps, vous parler du suivi des ventes d'antibiotiques en médecine vétérinaire, donc le suivi qui est basé sur les déclarations des titulaires d'AMM, qui nous transmettent chaque année le nombre d'unités vendues pour chaque présentation de médicaments antibiotiques et qui nous transmettent également une estimation de la répartition des ventes par espèce. Nous, à la NMV, on calcule un indicateur d'exposition aux antibiotiques qui est l'ALEA. Donc, l'ALEA, c'est le rapport entre la biomasse traitée et la biomasse animale totale. Donc le pourcentage de biomasse traitée, en fait. Donc on estime ces biomasses avec différentes informations. Donc on prend en compte les compositions des médicaments, les tailles des présentations, bien entendu les chiffres de vente par espèce qui nous sont transmis par les titulaires d'AMM, et on prend également en compte les doses et les durées qui figurent dans les RCP des produits. Donc voilà, on estime la biomasse traitée et on la rapporte à la biomasse animale totale qui, elle, est évaluée en prenant en compte des informations sur les populations animales qui nous sont fournies par Agreste pour les animaux producteurs de denrées et par la Fédération des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie pour les chats et les chiens. Et donc à ces populations, nous, on affecte des poids. Donc voilà, on calcule l'ALEA. Et donc cette année, l'ALEA a été évaluée à 0,309. Donc une légère hausse par rapport à 2022, plus 6%. Vous voyez ici une figure qui représente l'évolution de l'ALEA au cours du temps. Donc on voit que par rapport à 2011, on a une exposition qui a diminué de quasiment la moitié.
On était autour de 0,6 et on est à un petit peu plus de 0,3. Et on voit que sur ces dernières années, le niveau d'exposition varie autour du niveau 0,3. Donc, pour rappel, le plan Éco-Antibio 3 a été publié en novembre 2023 et il fixe un objectif pour l'aléa global. Donc, l'objectif, c'est que le niveau d'exposition globale reste en dessous du seuil de 0,3. Les résultats par espèce. Donc, comment évolue l'exposition par espèce? Donc, si on regarde ce qui se passe par rapport à 2011, on a une diminution de l'exposition chez les bovins de l'ordre de 20%, chez les lapins de l'ordre de 50%. Pour les porcs, on est à 64% de réduction. Pour les volailles, à 67%. Donc, pour les animaux producteurs de denrées, on a des diminutions importantes entre 2011 et 2023 grâce à une amélioration de la biosécurité en élevage, grâce à une augmentation de la vaccination, vaccins avec AMM mais aussi autovaccins, notamment en volailles, porcs et lapins. Par contre, entre 2022 et 2023, on a une augmentation de l'exposition. Une augmentation de 6% pour les bovins, de 10% pour les lapins, de 8% pour les porcs, de 6% pour les volailles. Pour les animaux de compagnie, alors cette année, on fait face à un petit souci puisqu'on a eu un changement de méthodologie dans le recensement des populations animales. La Fédération des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie estimait que les chiffres de 2022 et des années précédentes sous-estimaient la réelle population de chats et de chiens. Donc il y a eu un changement méthodologique, donc on a une augmentation importante en 2023 de la population de chats et de chiens, augmentation de la population qui est sûrement liée à une vraie augmentation du nombre de chats et de chiens, mais qui est aussi liée à un changement méthodologique. Donc la comparaison de l'aléa 2023 pour les chats et les chiens avec les aléas des années précédentes est à faire avec prudence. Donc on a quand même, si on regarde, une diminution de l'exposition par rapport à 2011 chez les carnivores domestiques de 8%, et on a même une diminution entre 2022 et 2023. Diminution de l'exposition, mais on voit bien, nous, que les quantités d'antibiotiques destinées aux chats et chiens continuent d'augmenter chaque année. Le plan Éco-Antibio 3 fixe un objectif spécifique de réduction pour les chats et les chiens, un objectif de réduction de 15%, objectif qui sera évalué entre 2026 et 2028 sur la base des expositions de 2020 à 2022. Pour les antibiotiques critiques, on a des niveaux d'exposition faibles. Donc, les expositions aux antibiotiques critiques sont représentées en bleu et en orange dans la figure ci-dessous. Donc, vous voyez qu'on a des expositions qui ont fortement diminué. On a aussi représenté ici la colistine, puisque dans le second plan Éco-Antibio, on avait un objectif de réduction de l'exposition des animaux à la colistine. Et donc, on voit que l'exposition a également diminué. Donc, on a des fortes diminutions par rapport à 2011 pour ces deux familles et pour la colistine. Et la bonne nouvelle, c'est que ces réductions concernent toutes les espèces. Donc là, je vous ai fait le bilan du suivi des ventes d'antibiotiques en France. Et donc là, on va passer à la surveillance des usages d'antimicrobiens en médecine vétérinaire. Donc avec le lancement de Calypsovet et de la collecte des données d'utilisation d'antimicrobiens. Calypsovet, donc c'est un projet qui est piloté par l'Ordre des vétérinaires. Alors, c'est une application web avec différents processus métiers pour les vétérinaires. L'idée, c'est de faciliter les échanges entre les vétérinaires et l'administration. Et parmi ces processus métiers ou services, on en a un qui répond spécifiquement à l'obligation réglementaire de remonter des usages d'antimicrobiens. Alors, les antimicrobiens, ce sont les antibiotiques, mais aussi les antifongiques, les antiprotozoaires et les antiviraux. Alors, on n'a pas d'antiviraux en médecine vétérinaire qui est autorisé actuellement. Dans Calypsovet, on doit donc récupérer les utilisations d'antimicrobiens contenus dans les médicaments vétérinaires, mais également dans les médicaments humains. Et donc, chaque déclarant a un espace de connexion sécurisé dans Calypsovet. Je vous ai mis ici le QR code qui vous permet d'accéder à une page développée par l'Ordre des vétérinaires et qui vous donnera plus d'informations sur Calypsovet. Alors, comment se fait la déclaration sous Calypsovet? Donc, vous voyez ici les fabricants distributeurs d'aliments médicamenteux, les vétérinaires et les pharmaciens qui sont les déclarants.
Les fabricants et distributeurs d'aliments médicamenteux chargent sous Calypsovet un fichier Excel. Et donc, il y a des contrôles automatiques et nous, on peut exploiter directement les données. Pour les vétérinaires, on a une préférence pour des systèmes d'échange dématérialisés. Donc, l'idée, c'est que les logiciels des cabinets vétérinaires soient qualifiés, c'est-à-dire qu'ils ont montré leur aptitude à transmettre correctement les données d'utilisation d'antimicrobiens sous Calypso. Et donc, ensuite, le vétérinaire déclenche le processus de déclaration et les données sont importées dans Calypsovet. Il y a également un module de saisie manuelle pour les vétérinaires qui n'auraient pas de logiciel qualifié. Pour les pharmaciens, il y a possibilité de déclarer manuellement les utilisations d'antimicrobiens depuis cet été. Et donc, il est prévu à terme que les pharmaciens puissent également transmettre leurs données de délivrance d'antimicrobiens via des API. Et pour rappel, seules les données pour les antimicrobiens sont importées dans Calypsovet. Alors, où on en est des déclarations? Donc, en 2023, on a eu 17% du tonnage qui était déclaré par les titulaires d'AMM qui a été reporté sous Calypsovet. Donc, c'est un pourcentage relativement faible, mais qui s'explique en partie. Donc, déjà, Calypsovet a été lancé en mars 2023. À ce moment-là, on avait encore assez peu de logiciels qui étaient qualifiés et certains des logiciels qualifiés avaient bien mentionné qu'il serait difficile de transmettre les utilisations qui avaient eu lieu avant mars 2023. Les logiciels étant de plus en plus qualifiés, en décembre 2023, on était à 154 000 déclarations et en octobre 2024, on a dépassé le million de déclarations, on est à 1 200 000 déclarations. Voilà. Donc aujourd'hui, la plupart des logiciels vétérinaires sont qualifiés. Reste maintenant aux vétérinaires à installer la nouvelle version des logiciels qualifiés et à déclencher le processus de déclaration. Alors, quelques résultats par espèce, donc avec des jauges où vous voyez donc, en limite max le tonnage qui nous a été déclaré par espèce par les titulaires d'AMM et en couleur le tonnage qui nous est déclaré dans Calypsovet. Donc pour les bovins, on récupère environ 10% du tonnage déclaré par les titulaires d'AMM. Pour les porcs, un peu moins de 15%. Pour les volailles, plus de 30%. Pour les lapins, on est à 44,5%. Et pour les chats et chiens, on est proche de 1%. Donc l'objectif, c'est bien l'exhaustivité des déclarations. Alors, j'ai une petite slide sur la surveillance des antimicrobiens au niveau européen. Je vais aller très vite puisque j'ai déjà passé beaucoup de temps. Alors, en 2024, il y a une obligation pour tous les États membres de transmettre les données de vente et d'usage par espèce et sous-catégorie animale à l'Agence européenne du médicament, via une plateforme de soumission qui a été lancée en janvier 2024. En juin, on a soumis les données de vente. En septembre, on a soumis les données d'utilisation pour les bovins, les porcs, les poulets et les dindes. Et en 2025, il y aura au 31 mars la publication du premier rapport européen sur les ventes et les usages, qui portera sur les données 2023. Au 30 juin, on devra soumettre les données de vente 2024 et les données d'usage 2024. Alors, j'ai mis l'encadré en orange, puisque cette année, nous avons déclaré les données d'usage le 30 septembre et nous avons pris en compte les données qui nous étaient transmises dans Calypso jusqu'au 27 septembre. Donc voilà, cette année, si les vétérinaires pouvaient un peu anticiper et nous transmettre les données d'usage pour 2024 avant mi-juin, ce serait formidable. Et donc, on aura un deuxième rapport européen qui sera publié au 31 décembre, avant le 31 décembre 2025. Donc, tous les ans, on devra transmettre les données d'usage pour ces différentes espèces. Et à partir de 2027, on devra transmettre les données d'usage pour toutes les espèces productrices de denrées. Et à partir de 2030, pour tous les animaux, chats et chiens compris. Donc, en conclusion, alors je ne vous ai pas donné beaucoup de résultats, mais si vous voulez en savoir plus sur les ventes et les utilisations d'antibiotiques ou antimicrobiens en France, consultez notre rapport. Vous avez ici le QR code et vous trouverez des résultats du suivi des ventes,
avec l'évolution de l'exposition par famille, par forme pharmaceutique, des résultats sur le suivi des utilisations, avec la répartition géographique des vétérinaires qui déclarent sous calypsovет, et des résultats par sous-catégorie animale. Voilà. Alors, en conclusion, 2023, donc c'est une année particulière, donc avec une augmentation de l'exposition par rapport à 2022. Et vu l'évolution de l'exposition sur les dernières années, on se demande si on n'a pas atteint un palier sous lequel il sera difficile d'aller dans les conditions actuelles d'élevage. Ensuite, résultat important, l'exposition aux antibiotiques les plus critiques se maintient à des niveaux faibles. Et 2023, donc c'est le lancement de la collecte des données d'utilisation avec calypsovet. Et donc voilà, aujourd'hui on est loin d'être exhaustif et donc voilà, on encourage les vétérinaires à installer les dernières mises à jour de leur logiciel et à rentrer dans le processus de déclaration des utilisations d'antimicrobiens. Merci à tous. Bien, merci beaucoup Anne. Et bien effectivement, on voit qu'on est vraiment dans une année charnière, à la fois ce frémissement autour d'une ligne de base qu'il faudra suivre pour les années suivantes, et puis également cette mise en place de calypsovet qui est vraiment un tournant, hein, puisqu'on est directement sur les prescriptions des vétérinaires et non pas sur les ventes d'antibiotiques. Donc on a un temps pour les questions, bien sûr. Sophie va nous aider à les remonter et à les poser. Est-ce qu'on a déjà, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Anne, on a une question portant sur les données pour les poissons. Tu as parlé de beaucoup d'espèces animales, mais pas des poissons. Est-ce que tu as des données poissons? Oui, on a des données poissons. Alors, dans le cadre du suivi des ventes, les titulaires d'AMM nous transmettent des données sur les ventes et donc estiment l'utilisation par espèce. Donc, on a déjà quelques résultats sur les poissons. Et dans calypsovet, on a donc des déclarations des vétérinaires, des fabricants et distributeurs d'aliments médicamenteux sur les poissons. Et donc, dans le rapport, dans la partie sur les usages, on a quelques résultats qui sont présentés pour les poissons. D'accord. Donc, allez voir le rapport. Une deuxième question, je pense, c'est un de nos spectateurs qui s'étonne de la différence entre les données des titulaires d'AMM et les données calypsovet. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Être patient? Alors, il faut être patient. En fait, la difficulté qui a été rencontrée avec calypsovet, c'est qu'au lancement de calypsovet, il y avait encore assez peu de logiciels qui étaient en mesure de transmettre les données d'utilisation des antimicrobiens. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, les logiciels sont qualifiés. Donc, la plupart des logiciels vous permettent de déclarer les utilisations. Donc, on espère voilà, que très prochainement, le pourcentage de couverture va nettement augmenter. Ok. Et une question supplémentaire, après avoir posé la question sur les poissons, ça a motivé d'autres spectateurs. On nous demande les ovins. Tu n'as pas parlé des ovins? Les ovins, c'est pareil. Vous avez des résultats qui sont dans le rapport sur la partie des usages. Donc, au niveau des déclarations qui nous sont faites par les titulaires d'AMM, les titulaires d'AMM estiment qu'ils ont des difficultés pour nous donner un pourcentage spécifique pour les ovins et un pourcentage spécifique pour les caprins. Donc, on a quelques résultats pour les ovins et les caprins réunis. Et dans la partie sur les utilisations d'antimicrobiens, la partie sur calypsovet, vous avez des résultats détaillés pour les ovins et pour les caprins. Des résultats, mais sur une proportion limitée des usages, puisque alors, vous aurez le pourcentage dans le rapport, mais on n'a pas collecté toutes les utilisations à l'intention des ovins et des caprins. Pour les antibiotiques critiques, on a toujours d'excellents résultats en fait. Hein. Oui, d'accord. On maintient les niveaux faibles et on arrive encore à diminuer un petit peu, même pour les céphalosporines. On est sur des taux de moins 90% en gros, pour en tout cas les deux grosses familles antibiotiques critiques réglementaires. Donc ça, c'est vraiment des résultats extrêmement positifs. Et pour toutes les espèces. Donc on encourage vraiment, c'est un message aussi qu'on peut passer aujourd'hui, on encourage vraiment les vétérinaires à sauter sur le logiciel quand même. Parce voilà. À contacter leur éditeur de logiciel, peut-être, pour voir si le logiciel est bien qualifié, puis à installer la dernière version, la version qualifiée. Peut-être un message sur ce palier qu'on semble atteindre. Évidemment, on ne le saura qu'au cours des années, mais on doit assurer aussi la santé animale, le bien-être des animaux. On est forcément dans un usage
qui est de plus en plus raisonné, de plus en plus contraint, réduit, mais qui reste quand même nécessaire pour assurer... Voilà. Il faut assurer le bien-être et la santé des animaux. Donc voilà, peut-être que le seuil de 0,3 sera difficile à dépasser. Très bien. D'autres questions dans le chat? Oui, on a une autre Oui, question qui vient de nous arriver qui nous demande, on a parlé de l'Europe, et est-ce que les démarches sont les mêmes en Amérique, en Asie, ou est-ce que l'Europe est seule sur ce combat? Alors, l'Europe est plutôt en avance, mais il y a des mises en place de projets dans tous les continents. Et il y a aussi une collecte des données de vente et d'utilisation au niveau international avec l'OMSA. Donc voilà, tous les pays sont concernés et tous les pays ont entrepris une démarche pour suivre les utilisations d'antimicrobiens. Bien, je crois qu'on va pouvoir passer au deuxième temps. Je vais donc vous présenter le pendant de l'utilisation des antibiotiques, les résultats sur la résistance des bactéries aux antibiotiques dans le cadre des dispositifs qui sont suivis par l'ANSES. Voilà, alors pour l'année 2023, et nous aurons aussi un petit peu des résultats sur les tendances, nous avons deux dispositifs que vous connaissez sans doute bien maintenant pour suivre les niveaux d'antibiorésistance chez les animaux. Un qui est coordonné au niveau de l'Europe et qui s'intéresse à la résistance aux antibiotiques dans la chaîne alimentaire. Donc les prélèvements sont faits au niveau des abattoirs et dans des denrées animales d'origine des denrées alimentaires d'origine animale. Et le deuxième dispositif, qui est un dispositif centré sur les animaux malades et qui est très proche de ce qui se passe en médecine humaine, puisque, comme vous le savez probablement aussi, en médecine humaine, on a un dispositif quasiment exclusif de surveillance chez les patients malades à l'hôpital ou en ville. Alors, on va commencer par le premier dispositif, qu'on appelle la surveillance européenne harmonisée de l'antibiorésistance dans la chaîne alimentaire, qui fait l'objet de directives européennes qui s'imposent aux États membres et qui a été mise en place depuis de nombreuses années avec une rotation des espèces animales qui sont surveillées. Les années impaires, ce sont les porcs et les bovins. Donc en 2023, je vais vous parler des résultats de résistance chez les porcs et les bovins. Et chez les bovins, la catégorie qui est choisie est celle des jeunes bovins, des veaux. Et les années paires en filière volaille, de façon générale, avec des espèces bactériennes qui sont, et vous reconnaissez ici deux grandes espèces bactériennes qui sont très importantes dans la chaîne alimentaire, Salmonelle et Campylobacter, qui sont responsables d'infections, de toxi-infections alimentaires d'origine bactérienne de façon majeure en Europe. Et puis Escherichia coli, qui est une bactérie très commensale, que l'on retrouve aussi chez les animaux malades, bien sûr, vous le verrez tout à l'heure. Et ces trois bactéries sont suivies dans le cadre de cette surveillance harmonisée. Alors, trois diapositives pour prendre ces trois bactéries l'une après l'autre. Salmonelle, Campylobacter et Escherichia coli. On a des façons différentes, j'allais dire, de traiter l'antibiorésistance, de considérer les niveaux d'antibiorésistance dans ces trois espèces pour des raisons différentes. Les salmonelles, c'est parce qu'il y en a de moins en moins. Elles sont devenues de plus en plus rares. D'ailleurs, chez le veau, elles sont devenues même très rares, liées aux politiques d'éradication des salmonelles de façon générale en Europe. Donc en fait, on traite la question de l'antibiorésistance aussi par le fait que ce pathogène est de moins en moins fréquent dans les élevages. Chez le porc, où on trouve encore un petit peu des salmonelles, on a trois principaux sérovars que vous avez ici, Derby et Typhimurium monophasique ou pas, avec certains qui sont plus sensibles, notamment Derby, d'autres qui sont un peu plus résistants, notamment Typhimurium. Mais là aussi, on n'a aucune salmonelle qui est résistante aux antibiotiques critiques, dans le cadre qui a été détecté dans ce cadre de ce dispositif. Donc on est aussi sur une situation très favorable par rapport à cette bactérie. Bon, pour ce qui est de Campylobacter, on a deux espèces, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli. Je ne rentrerai pas dans cette distinction aujourd'hui, mais vous pourrez bien sûr avoir toutes les informations sur nos références en ligne. On est dans une situation un petit peu différente parce que les Campylobacter sont assez résistants aux antibiotiques et notamment un point d'attention est que cette bactérie est relativement résistante aux fluoroquinolones. Ce n'est pas anodin puisque les fluoroquinolones sont des antibiotiques critiques.
Et c'est d'ailleurs même assez surprenant parce que quand vous avez entendu et que vous savez maintenant le niveau d'exposition extrêmement faible de l'élevage aux antibiotiques critiques et notamment au fluoroquinolone, on ne s'attend pas forcément à avoir ce niveau élevé de résistance chez Campylobacter. Ça reste encore une question scientifique, probablement liée à l'écologie de cette bactérie, mais un point favorable est que les campylobactérioses en médecine humaine se traitent avec l'érythromycine, les macrolides, l'érythromycine, possiblement avec les fluoroquinolones, mais principalement avec les macrolides, et qu'on n'a pas de souche de Campylobacter résistant aux macrolides. Donc finalement, on a une question de santé publique qui est réglée par le fait qu'elle n'existe pas du fait de la sensibilité quasi totale des Campylobacter à l'érythromycine. Et puis pour ce qui est des Escherichia coli, on a une situation extrêmement favorable avec, encore cette année, une augmentation de la sensibilité des Escherichia coli dans les deux espèces, porc et veau, à tous les antibiotiques. La multisensibilité est un indicateur important que l'on regarde, et lorsqu'on a une population bactérienne qui devient de plus en plus sensible à tout, c'est qu'on est encore dans une situation, une dynamique extrêmement favorable. Et on a là encore, par écho à ce qui a été présenté par Anne Chevance tout à l'heure, une très faible résistance aux antibiotiques critiques pour l'humain, quels que soient les lieux de prélèvement, que ce soit à l'abattoir ou que ce soit dans les viandes. Vous voyez ici les chiffres, je ne vais pas les relire en détail, avec une légère, un petit peu plus dans les viandes à l'importation. C'est une surveillance qui s'est mise en place extrêmement récemment et qu'il faudra suivre au cours des années pour voir la tendance qu'on observe dans la contamination des viandes par cette bactérie. Donc voilà pour la surveillance harmonisée. Encore une fois, cette surveillance est obligatoire, elle s'impose à tous les États membres. Elle fait l'objet de rapports par État membre qui sont ensuite collectés par l'EFSA et qui sont ensuite publiés. Donc vous avez l'intégralité de ces rapports disponibles en ligne sur le site de l'EFSA, bien sûr. Le deuxième dispositif, c'est celui qui regarde et suit la résistance aux antibiotiques chez les animaux malades. Il s'appelle le Resapat. Vous le connaissez probablement, beaucoup d'entre vous le connaissent parce que ce dispositif est très ancien. On a fêté d'ailleurs lors de notre dernier événement il y a 2 ans les 40 ans du Resapat. C'est un réseau national qui collecte les données d'antibiogramme auprès des laboratoires départementaux qui ont pour clients les vétérinaires. Et donc toutes ces données sont centralisées à l'ANSES et analysées, bien sûr, pour voir par espèce animale, par type d'antibiotique, par type d'infection et par type de bactérie, les tendances d'évolution de l'antibiorésistance. Alors, quelques grands chiffres un peu macro sur le fonctionnement de ce réseau. C'est un réseau qui collecte le travail de plus de 100 laboratoires contributeurs, avec près de 100 000 antibiogrammes collectés, 93, on n'est pas encore à 100, mais on a eu une augmentation extrêmement importante, plus de 30% d'augmentation en une année sur le nombre d'antibiogrammes collectés. Vous voyez ici la source des antibiogrammes par espèce. Vous voyez que la principale espèce, c'est le chien, mais on a une participation équilibrée, aussi des espèces de rentes et des autres espèces. Alors, pour un peu plus documenter cette augmentation, voilà l'augmentation du nombre d'antibiogrammes transmis au Resapat au cours des années, avec une forme aussi de plateau, de fléchissement entre 2018 et 2021, mais là, réellement, depuis 2021, une augmentation forte, et nous avons mis en place aussi, grâce à une automatisation de la remontée des données, qui a facilité cette remontée et qui donc a permis aussi de faire adhérer un plus grand nombre de laboratoires au bénéfice évidemment d'une meilleure précision de nos données. Alors, un point extrêmement important auquel nous tenons, c'est l'accès, bien sûr, en ligne, l'accès libre de ces données. C'est ce qu'on appelle le Resapat Online, c'est-à-dire qu'on a considéré que l'inclusion de ces données dans un rapport pouvait être plus difficile d'accès pour un certain nombre de lecteurs, et donc vous avez ici un lien qui vous permet, si vous cliquez dessus directement, d'avoir accès, d'attaquer la base de données du Resapat et donc de pouvoir extraire avec une interface
qui vous permet, par espèce animale, selon ce qui vous intéresse, par année, par type d'antibiotique, par bactérie, d'avoir les taux d'antibiorésistance dans ce que vous avez cherché, dans la catégorie que vous avez cherché, et également d'extraire les données et d'en établir des tendances. Alors, évidemment, on ne va pas balayer l'ensemble des résultats. Comme pour les ventes et les usages d'antimicrobiens, vous avez toutes ces données qui sont en ligne dans le rapport, bien sûr. Mais 3 grands messages. On revient sur cette résistance aux antibiotiques critiques. C'est quand même le fer de lance, c'est quand même l'objectif principal majeur qui a été mis sur la table au début des années 2010 lors du premier plan éco-antibio en termes de réduction. Cette résistance aux antibiotiques critiques pour l'humain reste faible, vraiment faible. Vous avez ici les jauges. Vous voyez, les chiffres sont de 1, 4%, 2%, 6%, avec évidemment des points encore qui peuvent être améliorés. On voit ici les équidés 8%, les caprins 15%, mais on est globalement dans une résistance extrêmement faible. Deuxième message, la résistance aux autres antibiotiques existe et elle est variable. Alors c'est difficile de présenter de façon synthétique des résultats variables, mais il y a une telle variation entre la combinaison espèce bactérienne, type d'infection, espèce animale, que présenter cette variation aujourd'hui semblerait pas très facile et pas très aisé à comprendre. Donc je vous invite à aller dans le rapport en fonction des espèces d'animaux qui peuvent vous intéresser plus spécifiquement pour vous rapprocher de ces données. Et puis un troisième point, on parlait tout à l'heure de multisensibilité, on parle aussi de multirésistance en termes d'indicateurs. La multirésistance dépend beaucoup des espèces animales. Et là, peut-être un graphe qui peut être présenté de façon assez synthétique. Vous voyez que la multirésistance a au moins 3 familles d'antibiotiques parmi 5, c'est-à-dire le fait qu'on ait des bactéries résistantes à plusieurs antibiotiques. Si on regarde ça par filière, on voit par exemple que chez les bovins, on trouve plus de bactéries multirésistantes qu'on en trouve chez les chats, les chiens, la volaille par exemple. Donc voilà, ça vous montre aussi une variabilité des données en fonction des espèces animales. Alors, je vais vous présenter maintenant 2 études qui sont réalisées au sein du réseau RESAPAT, qui sont transversales un petit peu, qui viennent en complément de cette remontée naturelle des données de terrain. Mais le RESAPAT mène aussi des études transversales pour approfondir un certain nombre de sujets, de préoccupations, d'investigations, également en écho à ce qui peut se passer en médecine humaine pour avoir des données animales qui soient en miroir des préoccupations en médecine humaine. Donc la première étude est sur le staphylocoque doré résistant à la méticilline. Vous savez que le SARM est un indicateur historique, j'allais dire, un pathogène qui tue encore beaucoup en médecine humaine, un indicateur historique, un des indicateurs qui avait été utilisé pendant la première campagne en médecine humaine lancée par Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé. Le SARM, la prévalence du SARM dans les hôpitaux était un indicateur important et suivi. Le SARM, c'est toujours une bactérie qui préoccupe chez l'homme comme chez l'animal, et donc on a fait une enquête sur la prévalence du SARM, et notamment chez les animaux de compagnie et les chevaux. Et là, le résultat, c'est qu'on a trouvé 30% de SARM chez les chevaux. C'est un chiffre important. Et lorsqu'on va un petit peu plus dans le détail, on se rend compte que ce pourcentage-là, cette prévalence-là, est portée principalement par un type de SARM particulier, comme si une émergence était présente, encore inexpliquée, mais qu'il faudrait bien sûr surveiller. Donc la résistance aux antibiotiques, c'est quelque chose de dynamique, donc il faut être vigilant aux émergences, et également on peut avoir des disparitions de ces clones-là, c'est ce qui se passe en médecine. On a des bouffées, des vagues épidémiques parfois de SARM, puis ensuite ça redescend. Donc ici, c'est un point de vigilance qui résulte d'une étude transversale qu'on a réalisée dans le cadre du RESAPAT. Et puis la deuxième étude qui fait écho à un avis de l'ANSES qui a été publié en 2023 suite à la saisine de l'ANSES par ses ministères de tutelle pour établir une liste des couples antibiotiques-bactéries les plus préoccupants pour la médecine humaine s'ils étaient ou s'ils circulaient ou s'ils étaient présents en médecine vétérinaire chez les animaux. Et le premier couple qui avait été identifié dans le cadre de cet avis, c'est le couple entérobactéral carbapenem. Et on se parle d'un couple où, effectivement, il y a des entérobactérales chez les animaux, mais il n'y a pas
de carbapénèmes qui sont autorisés chez les animaux. Les carbapénèmes font partie des antibiotiques interdits en médecine vétérinaire. Et bien là, on montre qu'on a des entérobactériales résistantes au carbapénème qui circulent et qui circulent exclusivement chez les animaux de compagnie. Donc ça aussi, c'est un point de vigilance qu'il faut avoir, mais il faut documenter cette question parce que le réservoir animal peut être un amplificateur de la situation que l'on trouve chez l'homme, où effectivement on a le même type de souche qui circule. Et enfin, un dernier mot pour avoir une dimension un petit peu européenne, comme l'a présenté aussi un petit peu, évoqué Anne Chevance tout à l'heure. Pourquoi un Resapate européen? Pourquoi il serait important d'avoir un Resapate européen? Alors, ce n'est pas la duplication du système Resapate nécessairement, mais d'avoir en fait une surveillance de l'antibiorésistance chez les animaux malades, mais également à l'échelle européenne, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Je vous ai dit que la surveillance harmonisée à l'échelle européenne était une surveillance dans la chaîne alimentaire, à l'abattoir, dans les viandes, mais pas du tout chez les animaux malades. Et donc, ça serait important de l'avoir parce qu'évidemment, on aurait une vision harmonisée au niveau de l'Europe, mais on aurait aussi une surveillance très proche des usages d'antibiotiques, incluant les animaux domestiques, par exemple, qui ne sont pas de fait pas inclus dans la surveillance alimentaire. Et dans ce paysage européen, chaque État membre, finalement, met en place les dispositifs qu'il souhaite et qu'il peut. Et le Resapate, dans ce cadre-là, est le dispositif national de loin le plus consolidé en Europe. Donc l'ANSES a pris l'initiative de proposer la construction d'un dispositif européen. Et ça s'est fait dans le cadre d'abord d'une action conjointe européenne qui s'appelle EU-JAMRAI 1, avec une preuve de concept d'un réseau européen qui a été nommé IRSVET, en écho à ce que chacun d'entre nous connaissons de IRSNet en médecine humaine, avec une première analyse de données qui s'en est suivie. Et maintenant, dans le cadre d'une action conjointe numéro 2, qui est la suite, qui est plus ambitieuse, une montée en puissance de ce réseau, et on espère qu'on pourra un jour, dans un avenir proche ou lointain, mais en tout cas atteindre une collecte de données d'antibiorésistance chez les animaux malades à l'échelle de l'Union européenne. Voilà donc ce que je voulais vous dire ce matin sur ces deux dispositifs de surveillance très complémentaires. En conclusion, donc, les résistances aux antibiotiques critiques restent très faibles, qu'il s'agisse des deux secteurs, animaux malades ou chaîne alimentaire. On a évidemment des marges de progrès, encore, bien sûr, selon les espèces animales, des résistances qui émergent, et puis ce point aussi de circulation des entérobactériales résistantes au carbapénème chez les animaux domestiques. Et puis, pour finir, ce leadership que l'ANSES a pris dans la construction du dispositif européen, dont on espère le meilleur pour l'avenir, parce qu'on pense vraiment que d'avoir ces deux systèmes en parallèle au niveau européen serait vraiment un plus pour la surveillance globale au niveau de l'Union européenne. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir prendre des questions aussi. Je passe la parole à Sophie. Est-ce qu'on a alors, Jean-Yves, tu as pas mal de questions. Ah, très bien. Vous pouvez aussi poser des questions sur la présentation d'avant maintenant. On va commencer par les questions résistance. Il y a un de nos spectateurs qui s'étonne que tu aies montré dans une de tes diapos, tu as parlé de la multirésistance et tu nous as montré que c'était plus important chez les animaux d'élevage que chez les animaux de compagnie. Et on demande si tu as une explication pour ça. Alors, je ne dirais pas forcément que c'est plus important chez les animaux d'élevage versus compagnie, parce qu'il y a des animaux d'élevage très bas, la volaille par exemple. Et en fait, ça corrèle aussi avec les baisses la contribution de chacune des filières d'élevage. Et Anne l'a bien montré, les bovins contribuent moins que les porcs, ont contribué moins que les porcs et les volailles à la baisse globale de l'exposition des animaux. Donc, c'est-à-dire cette contribution variable selon les espèces à l'objectif final de la baisse d'exposition globale se voit aussi probablement au niveau de la résistance. Donc moi, je dirais qu'on est en cohérence avec le fait que chez les bovins, on a aussi une moindre diminution de l'exposition des animaux, et donc on a probablement davantage de multirésistance que dans les autres espèces. Mais je n'opposerai pas l'élevage aux animaux de compagnie, parce que dans l'élevage, on voit bien qu'il y a une granulométrie déjà différente. Alors ensuite, il y a des questions sur le Resapate. Et on nous demande comment tu peux expliquer ou réexpliquer, parce que c'est passé un peu vite, pourquoi cette année on a une augmentation telle des déclarations. Qu'est-ce qui a motivé particulièrement cette année les laboratoires à contribuer au Resapate?
Alors, ce n'est pas une motivation des labos, c'est très technique comme réponse. C'est-à-dire que le Resapat est passé, bon, il a été créé il y a 40 ans. Il y a 40 ans, c'était manuel, c'était des tableurs Excel, c'était des collectes, etc. Petit à petit, il s'est professionnalisé, on va dire. Il a accueilli de plus en plus de données. Et il y est arrivé un moment où l'intégration des données de façon manuelle n'était plus possible. Et donc, à un moment, le Resapat a fermé les portes de l'adhésion, le temps de se mettre au standard pour accueillir de façon plus massive des données. Ça a été fait. Et d'ailleurs, ça a été fait dans le cadre d'un projet qui a été financé par le plan Éco-Antibio. Et donc, on voit bien l'intérêt de la politique publique pour améliorer les dispositifs. Et à partir du moment où cette acceptation plus fluide des données a été mise en place, il a pu réouvrir les portes. Et donc, du coup, les laboratoires qui n'étaient pas intégrés ont pu, de façon presque immédiate, on va dire, mais rapide, intégrer. Donc, ce n'est pas une motivation pour adhérer davantage, c'est parce qu'on a développé l'outil technique qui a permis ça. Ok. Et une question encore liée, on demande si dans les laboratoires du Resapat, tu as une majorité de laboratoires privés ou de laboratoires départementaux, les deux? On a les deux laboratoires, deux types de laboratoires. On a une majorité de laboratoires publics, mais on a également des laboratoires privés. Encore une autre question sur On va sortir du Resapat. Il y a une question qui a été posée au début. C'est vrai qu'on a parlé des données de vente, on a parlé des données de résistance. Et on nous demande s'il y a des données de quantité d'antibiotiques dans les viandes qui sont disponibles quelque part. Et là, ce n'était pas notre sujet aujourd'hui. Mais la question est là. Alors en fait, il y a des limites maximales de résidus. Et donc dans la viande, il n'y a pas de résidus d'antibiotiques. Il y a, en fait, pour chaque médicament qui est administré aux animaux, il y a un temps d'attente. Et donc, tant que ce temps d'attente n'est pas écoulé, l'animal ne peut pas être abattu. D'accord. Voilà. Les niveaux d'antibiotiques dans la viande sont inexistants ou extrêmement faibles, pas décelables. Et donc, effectivement, il y a une surveillance, même réglementaire, de la présence de résidus d'antibiotiques ou d'autres molécules chimiques dans les denrées alimentaires. On a plein de questions. On nous demande aussi s'il y a des données qui sont collectées à l'équarrissage. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, sauf si elles sont collectées sous un mode projet. Mais en tout cas, dans la réglementation, non, le site, c'est strictement l'abattoir. Ok. Tu as parlé de la résistance au carbapénème et de l'importance que ça prend. Donc on a une question sur les animaux de compagnie et on nous demande si on pourrait considérer, puisqu'il n'y a pas d'usage de carbapénème chez l'animal, que dans le cadre des chiens et des chats, ça pourrait être nous qui serions la source pour nos animaux. Pour moi, c'est l'hypothèse principale parce qu'effectivement, les carbapénèmes ne sont pas du tout utilisés, non seulement d'être interdits, on pourrait dire ils le sont peut-être, non, ils ne le sont pas. Et donc la présence de ces bactéries que l'on imagine d'origine humaine, mais on n'a pas non plus la preuve, si ce n'est qu'on trouve les mêmes gènes, les mêmes éléments génétiques que ceux qu'on trouve chez l'homme, et que ce n'est pas non plus la première fois qu'on trouve des souches d'origine humaine chez l'animal domestique. Je rappellerai que les SARM dont on a parlé tout à l'heure, lorsqu'on les regarde chez le chien et le chat, la quasi-totalité d'entre eux sont d'origine humaine. Ce sont des clones hospitaliers ou de ville. Donc la transmission dans le sens homme-animal est tout à fait, existe comme l'autre, dans l'autre sens. Là, typiquement, effectivement, c'est un sujet émergent. Il n'y a pas non plus une énorme circulation de résistance au carbapénème en médecine humaine, mais elle existe. Et le fait de l'avoir trouvée chez des animaux de compagnie a un côté préoccupant, non pas parce que l'animal de compagnie peut être sélecteur primaire de cette résistance-là, mais parce qu'il peut très bien l'amplifier. Une fois qu'une souche est résistante au carbapénème, elle est résistante par définition à l'ensemble des bêta-lactamines. Et donc, en utilisant une simple amoxicilline, on peut amplifier une souche. Ou même, ces souches peuvent être multirésistantes à d'autres familles d'antibiotiques, pas simplement au carbapénème, mais à autre chose. Et en utilisant cette autre chose, on peut favoriser la persistance ou la diffusion de ces bactéries. Donc on est vraiment dans une question d'interface, avec probablement une sélection dans le monde humain, avec une transmission à un moment donné ou à plusieurs moments donnés dans le monde animal, et ensuite une circulation, voire une amplification, voire une extinction. C'est pour ça que à ce stade-là, il faut garder ce sujet comme un point de vigilance.
une petite question aussi à la limite de notre sujet, mais elle revient à chaque prestation. On nous parle des autovaccins qui reviennent encore. Et on nous demande en particulier si les labos français ne peuvent pas assurer la fabrication d'autovaccins, est-ce qu'on va pouvoir aller les faire fabriquer à l'étranger? Je ne m'avancerai pas, je ne répondrai pas à cette question, mais on a des laboratoires qui préparent des autovaccins en France pour des couples pathogènes espèces pour lesquels il n'y a pas de vaccin qui ont une autorisation de mise sur le marché. Donc on a des laboratoires qui préparent des autovaccins en France. Voilà. Avec beaucoup d'autovaccins en volaille, en porc, en lapin, notamment. Voilà. Je pense que la question venait du fait, on nous parle de ce que pour certaines espèces animales, il y aurait plus de contraintes. Mais c'est un sujet récurrent. Hein. Chaque fois qu'on se réunit pour parler d'antibiorésistance, on nous parle d'autovaccins. Donc là, il y a pas mal de questions sur les autovaccins. On y pensera peut-être pour la prochaine fois. De façon générale, ça rentre dans les stratégies de prévention. C'est-à-dire que les meilleures alternatives qu'on peut mettre en perspective en santé animale sont probablement des stratégies de prévention. La meilleure façon d'utiliser les antibiotiques, c'est de ne pas avoir besoin de les utiliser. Donc, de ne pas avoir de maladies, de prévenir les maladies. Et bon, la vaccination, comme les mesures de biosécurité et toutes les autres mesures, sont évidemment la piste la plus crédible que l'on a en santé animale pour lutter contre l'antivirésistance. Oui. Donc, c'est logique qu'on ait des questions sur les... Ta remarque sur les SARM a aussi intéressé pas mal de nos spectateurs. Et on a des questions sur le SARM chez le cheval, faut-il s'en inquiéter? Je pense qu'il ne faut ni être inquiet ni le balayer. Je pense que des pourcentages de 30%, ce n'est pas neutre. Tout à l'heure, je parlais du lancement de la campagne « Les antibiotiques, ce n'est pas automatique » au début des années 2000 par le ministre Bernard Kouchner. À l'époque, on avait 30% de SARM à l'hôpital. Ce n'était pas neutre. Et aujourd'hui, on a beaucoup baissé, notamment par les mesures de lavage des mains, d'utilisation des gels hydroalcooliques. Donc, on est dans ces mêmes eaux. Après, c'est un SARM qui diffuse, qui est de type équin, j'allais dire. Ce n'est pas un SARM que l'on trouve dans toutes les espèces animales. Ça semble être une question plus liée à cette filière-là et non pas plus ample que cela. Donc, je pense qu'il y a un travail, mais c'est un travail qui est en cours avec la filière équine. Il y a de nombreux projets qui sont en cours pour limiter notamment les diffusions de bactéries multirésistantes dans les cliniques équines, dans les structures équines. Il y a une prise de conscience de ce secteur-là. Je ne suis pas inquiet, mais je suis vigilant. Voilà, je pense que le SARM, comme je l'ai dit aussi, marche par vagues. On a vu des grands clones s'éteindre ou des grands clones prendre une dimension importante et puis finalement être gérés. Le SARM, probablement par rapport aux entérobactérales, est une bactérie plus facile, s'il y en avait une des deux qui était plus facile, à gérer que les entérobactéries qu'on trouve. Donc je serais plus inquiet s'il y avait une épidémie, s'il y avait 30% d'entérobactérales résistantes au carbapénème, je serais beaucoup plus inquiet que ce SARM. Je ne dis pas qu'il faut le balayer, mais je veux dire qu'il faut le prendre en considération, mais le fait que ce soit un staphylocoque doré et non pas un Escherichia coli ou une Klebsielle est plutôt un point de modération dans l'emploi. On a encore un petit peu de temps? Oui, on a encore 2 minutes. On s'arrêtera à 10h50. On aura une petite pause de 10 minutes et on poursuivra par la table ronde. Alors, j'ai une question sur les élevages d'insectes pour une utilisation en alimentation animale, voire même humaine. Et on nous demande s'il y a de la recherche sur les germes antibiorésistants dans ce type de nouvelles productions. À ma connaissance, peu. En tout cas, bon, je ne prétends pas avoir l'exhaustivité de ce qui se passe dans tous les secteurs, mais j'en ai pas connaissance. Je n'ai pas non plus connaissance de ça. On tourne un peu. On nous parle beaucoup d'animaux de compagnie aujourd'hui. Oui. Et vous avez parlé tous des usages, enfin, des usages qui sont plus importants encore dans cela. Tu as parlé des germes de résistance aussi chez eux. On nous demande s'il n'y aurait pas un effet acharnement thérapeutique en comparaison des animaux de rente. Alors, bon, visiblement, ce qui se passe pour les animaux de compagnie ressemble plutôt à ce qui se passe en médecine humaine, où effectivement c'est plus difficile de réduire l'exposition des animaux aux antibiotiques. Donc voilà, la problématique elle est différente.
Nous, ce qu'on observe au niveau des ventes, c'est une augmentation tous les ans des quantités et une augmentation aussi importante de l'utilisation de comprimés à base d'amoxicilline acide clavulanique, ce qui est un peu gênant puisque du coup on a en parallèle une diminution des utilisations d'amoxicilline seule, alors qu'il y a des recommandations européennes pour privilégier l'utilisation de l'amoxicilline seule, puisque l'association amoxicilline acide clavulanique peut favoriser le développement des résistances aux céphalosporines et aux pénicillines. Donc voilà, donc il y a des usages qui augmentent, et puis des usages d'amoxicilline acide clavulanique donc, qui sont un peu gênants. Eh bien, merci. Bien, merci à vous deux, merci à vous tous. Restez bien avec nous. On va clore cette première session. On se retrouve à 11 h pour un format table ronde qui va nous permettre d'échanger sur les liens entre résistance aux antibiotiques, le concept One Health et peut-être croiser nos regards avec des disciplines que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de voir si fréquemment autour de ce sujet. Donc restez bien avec nous et à tout à l'heure à 11 h. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous, rebonjour et bonjour à ceux qui éventuellement nous rejoignent maintenant. Donc nous allons mettre en débat le sujet de l'antibiorésistance avec de nouveaux regards probablement, je disais tout à l'heure, par rapport à ceux dont vous avez l'habitude peut-être d'avoir sous les yeux sur ce sujet. En fait, évidemment, l'antibiorésistance, chacun le sait, c'est une problématique, un sujet de santé publique extrêmement important, avec identifié comme une cause de mortalité également très importante. Donc c'est un vrai sujet de santé publique qui sollicite les politiques, qui sollicite les scientifiques avec des prises de décision à différentes échelles, nationales, européennes, internationales. Les grandes organisations se préoccupent de ce sujet et force est de constater que des difficultés persistent à régler la question, même à se mettre globalement en perspective autour de ce sujet. Et un constat parmi d'autres est celui que certaines disciplines, certaines approches disciplinaires sont assez absentes du débat, ou en tout cas très faiblement représentées. C'est ce que nous avons choisi aujourd'hui de vous proposer, c'est-à-dire des regards croisés avec des disciplines qui seront susceptibles peut-être de nous proposer une nouvelle histoire, une nouvelle vision, un nouveau chemin finalement à adopter, à se réapproprier. On parle également beaucoup du concept une seule santé. L'antibiorésistance est un thème qui s'inscrit dans ce concept une seule santé. Et on va aussi discuter de la façon dont, selon les disciplines, ce concept une seule santé se rapproche, enfin du moins si l'antibiorésistance se rapproche, et comment, à quel point elle se rapproche de ce concept de santé, comment on peut avoir un autre regard sur ce sujet. Et donc, pour cela, je suis heureux d'avoir avec nous 4 invités que je vais vous présenter tout de suite. Et je vais commencer par Léonie Varobiev. Vous êtes philosophe, experte en éthique du soin environnemental, nombreuses activités, enseignante à Sciences Po à Lyon. Actuellement, vous êtes en charge d'un projet Une seule santé à la ville de Marseille. Vous assurez du conseil, des formations, vous accompagnez un certain nombre d'acteurs, un public privé, et vous avez même choisi ce sujet comme travail doctoral, donc extrêmement impliqué dans ce domaine-là. Donc le regard philosophique. Ensuite, Claire Harpé, bonjour. Donc Claire Harpé, docteur en anthropologie. Vous travaillez à Lyon 3, Jean Moulin, Université Jean Moulin. Et vos recherches, elles sont sur la façon dont les sociétés appréhendent cette notion de soin, et notamment dans des territoires où c'est pas si facile de ça, où les conditions économiques, internationales et globalement de vie en société sont pas tout à fait les mêmes que celles que l'on peut observer en Europe. Et donc, ça sera intéressant d'avoir des regards croisés aussi sur la façon dont les territoires
joue sur l'approche à la science médicale et aux antibiotiques et donc à l'antibiorésistance. Également, Nicolas Fortanet, donc vous êtes chercheur à l'INRA, bonjour, à l'Université Paris-Dauphine. Et vos recherches portent sur la santé animale, la profession vétérinaire, l'organisation aussi des professions et des acteurs en tant que système professionnel organisé et l'antibiorésistance. Et donc, vous êtes très orienté vers des recherches sur la transition possible vers un usage prudent des antibiotiques. Et donc, après ce côté philosophique, anthropologique, ethnologique, il faut me corriger s'il est voilà, et sociologique, ce sera une approche complémentaire. Et enfin, Patrick Giraudoux, écologue, professeur honoraire émérite d'écologie à l'Université Franche-Comté, membre de l'Académie vétérinaire et membre du COVARS, comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, qui a suivi donc le comité qui s'occupait du Covid et qui conseille donc nos politiques sur les options à prendre en matière de risques sanitaires. Et vous avez, pendant de nombreuses années, une trentaine d'années, travaillé sur ce concept One Health avec les professionnels et les citoyens. Et donc, vous aurez ce regard aussi écologue, écosystème, qui nous change un petit peu de cette matrice, finalement, à 3 volets. Homme, animal, environnement, d'ailleurs avec une sphère environnement dont on ne sait pas trop ce qui est dedans, si ce n'est qu'elle est complexe, vaste et difficile à étudier. Donc, c'est autour de ces questions-là qu'on va essayer de discuter. Et bien sûr, Sophie Granier, qui est toujours là et qui va nous aider à collecter les questions que vous pouvez avoir. On va prendre des questions aussi pendant qu'on débat. Bonjour à tous, je suis vos questions. Et n'hésitez pas donc à nous questionner. Donc on va commencer, je vais commencer par vous. On va poser le concept. On va poser le concept. On va poser le concept. On parle du concept une seule santé. C'est vrai qu'on fait 3 patates, on fait 3 boules. Est-ce que finalement, comment on pourrait décaler, décentrer un petit peu, voire revisiter ce concept à la lumière du soin qu'on doit avoir finalement pour l'ensemble des composantes de nos écosystèmes. Il n'y a pas vraiment de raison qu'on ait toujours cette pyramide qui donne une préséance aux sciences médicales, à l'homme. Et peut-être ce regard-là peut être important à poser déjà dans le débat. Non seulement il n'y a pas vraiment de raison qu'on place l'homme comme ça au sommet de la pyramide, mais surtout ça ne marche pas. Et en fait, on le voit avec le phénomène d'antibiorésistance. On essaye, on fait des efforts, on l'a vu ce matin, mais il y a quand même des limites et des choses qui résistent. Et là, c'est des vivants qui résistent. Et en fait, le phénomène d'antibiorésistance, il vient témoigner d'un phénomène plus général, qui est qu'on a un rapport problématique au vivant. On n'arrive pas à le considérer dans son ensemble. Et la preuve, c'est que quand on parle du concept une seule santé, on fait effectivement 3 petites patates, 3 petites boules, où on dit il y a l'homme, il y a l'animal, donc l'homme n'est pas considéré comme parmi les animaux, a priori, et puis l'environnement qui est encore extérieur à ces 3 unités, enfin, à ces 2 autres unités. Donc en fait, on voit bien que même quand on essaye de faire de l'inclusif, quand on essaye de penser la santé comme unie, comme un bien commun, en fait, on reproduit un schéma où on isole l'humain de l'animal, de ce qu'on appelle environnement de façon un petit peu étrange, puisque ce serait du coup l'environnement de l'humain. Et en fait, l'antibiorésistance, à mon avis, vient poser un focus sur le fait que quand c'est invisible, on ne s'en préoccupe pas. Et puis au bout d'un moment, donc là c'est les bactéries qui sont invisibles, dont on ne se préoccupe pas, et puis au bout d'un moment, elles disent, si, on est vivante, donc on lutte pour la vie, donc on résiste, et ça va vous poser quelques problèmes en santé humaine en particulier. En fait, on a une logique prédatrice avec tous les vivants sur cette planète. Dès que ce n'est pas humain, on a du mal à considérer. Et je pense qu'en écologie, on pourra en reparler, c'est sûrement ce qui caractérise notre situation, ce qu'on appelle l'anthropocène, notre époque. Et donc là, il se trouve que les bactéries qui sont les plus petites de ces êtres vivants disent « Eh non, il va falloir nous prendre en considération parce que sinon, ça porte atteinte à l'humain ». Donc voilà un petit peu pour replacer le cadre. Une seule santé, ce serait ça. Une seule santé, ce serait arriver à étendre notre considération à autre chose que nous-mêmes, à plus que nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour les autres, dans les 2 sens. Mais d'ailleurs, cette invisibilité bactérienne, là, ça me rappelle
quelque chose que vous avez dit une fois dans une émission, et j'ai entendu plusieurs fois ça de votre part, sur ce niveau-là d'invisibilité. Parce qu'en fait, cette invisibilité de l'antibiorésistance, on peut la décliner à plusieurs niveaux, y compris politique. Hein. Beaucoup s'interrogent pourquoi un phénomène aussi supposé important est à ce point invisible au niveau politique. Alors, à ce point invisible, je fais référence à la discussion que j'avais eue avec des collègues de Sciences Po. En même temps, on a eu l'Assemblée générale des Nations Unies et les sujets de santé qui sont en marge de cette Assemblée générale, pour la deuxième fois, il y a eu l'antibiorésistance. Donc on a un peu cette dissonance entre le fait que ça soit l'agenda de manifestations politiques aussi importantes, et puis que finalement, les gens, chacun est beaucoup plus préoccupé, connaît mieux la tuberculose, connaît mieux le paludisme, connaît mieux le VIH-Sida, l'antibiorésistance, c'est quelque chose d'assez obscur. Mais pour revenir, alors on pourrait y revenir à cette dissonance entre les niveaux de politique et la façon dont c'est mis à l'agenda, mais j'aimerais vous entendre sur cette invisibilité bactérienne. Voilà. Oui. Il me semble que vous aviez... Il y a beaucoup à en dire, effectivement. Alors, vous parliez d'écart. Il y a un écart épistémologique qui est très net entre la connaissance qu'on a donc aujourd'hui du vivant invisible au niveau scientifique, voire politique, et puis la méconnaissance jusqu'à l'ignorance, en fait, de ce monde invisible dans encore beaucoup de sociétés. On parlait de l'humain, mais l'humain est très diversifié et on constate encore un ethnocentrisme important qui fait que finalement la biomédecine aujourd'hui est partout. Et l'antibiorésistance a suivi les chemins des antibiotiques qui se sont installés partout dans le monde, mais sans prendre en considération la représentation que les populations locales avaient elles-mêmes de la maladie et des manières de soigner. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec un écart encore plus creusé entre la méconnaissance de ce monde invisible, ou en tout cas une connaissance différente du monde invisible, tel que nous, on l'aperçoit à travers la technologie, et notamment le microscope, et puis cette arrivée massive donc, de la biomédecine et des traitements allopathiques qu'on trouve aujourd'hui. Donc c'est cette tension-là, finalement, qu'on retrouve aujourd'hui dans les pays à faible et moyen revenu, qui explique un mésusage, parce qu'une méconnaissance de ce que c'est qu'un antibiotique, une méconnaissance aussi de ce que c'est que l'antibiorésistance en elle-même. Donc une invisibilité qui perdure parce qu'on a des représentations et des pratiques qui sont très très différentes d'un continent, d'un pays, d'une localité à l'autre, sur la manière de soigner et l'usage donc des médicaments. Je vous voyais réagir tout à l'heure quand on parlait de la façon dont c'était plus ou moins visible, plus ou moins bien. C'est peut-être sur ce sujet, Nicolas Fortanet, que vous vouliez... Oui, enfin, je voulais rebondir sur cette discussion parce qu'effectivement, à mon avis, c'est un point extrêmement important de la façon dont le problème de l'antibiorésistance aujourd'hui est débattu, est pris en charge ou pas. Et vous soulignez le fait qu'il y a une potentielle invisibilité politique. Alors moi, je dirais plutôt qu'il y a une visibilité assez paradoxale, en fait, parce qu'on n'a jamais autant parlé du problème de l'antibiorésistance ces 10 ou 15 dernières années que depuis à peu près 70 ans, alors que le phénomène est connu depuis Fleming. En réalité, il y a eu quelques moments, quelques épisodes historiques où effectivement une attention un peu plus soutenue a été portée, je pense aux années 60, puis peut-être aux années 90, mais en réalité c'est vraiment aujourd'hui qu'on en parle le plus. Et pourtant, on a cette sensation qu'il reste en partie invisible, surtout si on le compare à d'autres grands problèmes, d'autres grandes causes de santé publique, que ce soit le Covid, que ce soit la tuberculose ou tout un tas de zoonoses dont on parle beaucoup. Et moi je crois qu'une des raisons, enfin il y en a sans doute plusieurs, mais on a un problème qui est extrêmement fragmenté dans sa représentation, entre des acteurs sociaux, des groupes qui cherchent à le débattre, à se l'approprier, sans forcément trouver forcément un accord. One Health est un espace de controverse, un espace de débat aussi. Et c'est aussi un problème qui, dans sa construction, sa représentation, est très spécialisée. En fait,
antibiorésistance, c'est presque, enfin, je veux dire, si on n'a pas un doctorat en microbiologie, comment on sait ce que c'est, quoi. Et je pense que c'est aussi une des limites, un des problèmes sur le fait que, souvent on parle de la prise de conscience, etc., mais que le fait que c'est un sujet dont le public, au sens large, et par là je mets les patients, les malades, les individus, ont beaucoup de mal à s'emparer. Et c'est d'ailleurs assez frappant parce que on a du mal à savoir quelle est l'expérience en fait des patients, des malades de l'antibiorésistance. Et là, je terminerai là-dessus, j'ai dit malade, mais même ce terme-là, en fait, je pense qu'il est problématique ou en tout cas à débattre, et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, je pense que l'antibiorésistance souffre d'un problème de visibilisation et d'engagement, parce qu'au fond, ce n'est pas une maladie. Contrairement au Covid, au sida, à la tuberculose. Et on sait que les sciences sociales de la santé ont montré à quel point la mobilisation des patients, la mobilisation des malades est essentielle pour qu'une organisation collective, une société déclenche des moyens pour lutter contre une maladie. Et l'AMR, enfin l'antibiorésistance, pardon, c'est plutôt la potentialité en fait, de tout un tas de maladies. On peut être atteint d'une tuberculose résistante, d'une infection sexuelle résistante, d'une infection respiratoire résistante, mais l'antibiorésistance en tant que telle, ce n'est pas une maladie et on peine à entendre les voix, à les faire exister dans l'espace public, dans l'espace du débat public, en fait, de ces personnes. Et je crois que ce serait intéressant de mieux comprendre. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus loin dans la table ronde, mais actuellement, on essaie de mener quelques projets, effectivement, qui essaient d'aller capter les voix de ces malades, entre guillemets, de l'antibiorésistance. Ouais. Ben justement, ça me fait penser à... Je rebondis avec cette idée-là sur vous, Patrick Giraudoux, parce que quand on a discuté un petit peu de cette table ronde, vous m'avez dit, moi, l'antibiorésistance, ce n'est pas vraiment mon cœur de métier, mais justement, c'est ça qui m'intéressait. En fait, c'est bien d'avoir un regard qui n'est pas un regard de spécialiste de l'antibiorésistance. Finalement, mis à part vous, on a tous des travaux sur l'antibiorésistance. Et vous m'avez dit, mais moi j'ai une approche plus globale sur une seule santé. Justement, c'est celle-là qui est intéressante. En tant qu'écologue, comment vous interfacez cet exemple, finalement, c'est un exemple parmi d'autres, par rapport à votre expérience et votre vision de... En vous écoutant, ce qui est frappant pour l'écologue, c'est quand on parle d'invisibilité du monde microbien et qu'on sait que c'est 17% de la biomasse vivante terrestre, les microbes. Alors là-dessus, bien sûr qu'il n'y a que, en gros, 2000, 3000 d'entre eux qui peuvent être considérés comme pathogènes ou à potentiel pathogène. Mais enfin, un microbe invisible, ils sont beaucoup plus nombreux que nous en biomasse. Je ne parle même pas du nombre lui-même. Le deuxième point qui me frappe, mais ça, ce n'est pas propre à l'antibiorésistance, c'est qu'on se heurte souvent à une forme d'illitératie en biologie dans la population. Alors, je n'accuse pas la population, c'est tout le système qui en est la cause. Et on ne peut pas comprendre les choses, à mon avis, sans avoir en tête ces biomasses, mais aussi sans avoir en tête l'idée du monde vivant qui évolue. C'est-à-dire qu'on est traversé par une dynamique, notamment darwinienne, d'évolution, qui explique en grande partie l'antibiorésistance. Léonie nous disait le vivant résiste. En fait, oui, mais pas volontairement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une adaptation qui se fait par le jeu des mutations. Alors, pour vous donner une idée de la symétrie du combat, c'est facile. Entre Lucie, on vient de célébrer son cinquantenaire cette année, et nous, il y a à peu près 120 000 générations. Une bactérie moyenne, donc 3 millions d'années pour 120 000 générations. Une bactérie moyenne, elle vous fait ça en 10 ans. Ce qui veut dire qu'à taux de mutation équivalent, on a perdu d'avance. Ajoutez à ça qu'on est 8 milliards sur Terre en tant qu'humains. Bon, les animaux domestiques, c'est peut-être un peu plus. Les bactéries, 8 milliards de bactéries, c'est certainement moins. Vous en avez autant dans l'intestin, probablement dans quelques grammes de matière fécale. Donc, il est totalement illusoire de penser qu'un système de ce type-là, qui évolue, qui n'est jamais le même, va nous donner des résultats stables qu'on pourra toujours, sur lesquels on pourra toujours réagir de la même manière. Donc ce qui est important maintenant, c'est de considérer que face à l'antibiorésistance, l'écologie nous dit attention, on doit être évolutif, on doit être adaptatif. On sait que on est dans le paradigme de la reine rouge, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un organisme a un avantage, l'organisme qui en est désavantagé va trouver lui-même un autre avantage par sélection. Et c'est ces problèmes-là qu'il faut aborder en termes d'écologue.
Très bien. Est-ce qu'on a déjà des questions sur ce premier tour Oui, on a d'horizon? Merci beaucoup pour vos contributions. Cette notion d'invisibilité a commencé à faire démarrer les questions. Et on se pose des questions sur est-ce que c'est une réflexion erronée de dire que cette maladie est invisible, parce qu'après tout, le sida et la tuberculose, c'est aussi invisible. Et est-ce que ce n'est pas une erreur dans notre raisonnement de la considérer comme invisible? Il y a plusieurs questions qui reviennent sur ce thème. Vous voulez intervenir? Il me semble quand même qu'il y a le gros du sujet, c'est que face au phénomène, et c'est vrai aussi pour d'autres maladies, on a tendance à adopter une posture de gestionnaire. On se dit, tiens, là on a un phénomène d'antibiorésistance, il va falloir le gérer. Et donc, parce que c'est une crise sanitaire, l'antibiorésistance, donc la première approche, ça va être de se dire comment mieux répartir les antibiotiques. Est-ce que ce sont les vétérinaires qui en utilisent trop? Oui, non. Si c'est le cas, on va couper un petit peu leurs usages, on va utiliser ça pour les humains, ce qu'on appelle les antibiotiques critiques. Et en fait, on ne s'est pas posé la question de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Je crois qu'il y a vraiment ce trou-là dans le raisonnement. On a été en réaction parce qu'on a peur de manquer d'antibiotiques pour nous soigner. Et le résultat, c'est qu'on ne s'est pas demandé qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas considéré le vivant, alors que Fleming nous l'avait dit depuis le départ, qu'il fallait peut-être songer à cette dimension évolutive des bactéries. Et on y est allé quand même à fond. Donc, à mon avis, le premier sujet par rapport à l'invisibilité, c'est ça. Et juste pour rebondir par rapport à cette question de l'appropriation du médicament antibiotique, le médicament, c'est une technique qui appelle plein de questionnements derrière. Et il y a effectivement à l'international des problématiques d'appropriation, puisque le médicament arrive sur le marché et personne ne nous a expliqué qu'est-ce que c'est. Donc que ce soit quand on est éleveur et qu'on doit donner ça à ses animaux à travers la médecine vétérinaire ou quand un médecin nous donne un antibiotique. Mais même au sein de notre pays en France, on a une grosse diversité d'approches du médicament. Ce n'est pas pareil quand on vit à la campagne, quand on vit à la ville. Quand je me suis amusée un petit peu dans toutes les enquêtes que je mène, je pose la question aux gens, qu'est-ce que vous pensez de l'antibiorésistance? Est-ce que vous connaissez un peu le terme? La première chose qui est visible, c'est que les gens reculent en se disant, je ne sais pas ce que c'est, mais il faudrait que je sache, parce que j'ai entendu que c'était un gros phénomène de santé publique, que c'était important. Donc il y a tout de suite une inquiétude de je devrais savoir, je ne sais pas bien ce que c'est, je devrais avoir un avis, je ne l'ai pas, comment je fais? Donc si on ne règle pas déjà cette question de la terminologie, d'utiliser le mot antibiorésistance, ou One Health, une seule santé, qui est pareil, inappropriable pour les populations, on ne peut pas avancer ensemble. Donc c'est la question de qui décide du soin, qui décide de la santé, qui décide des politiques publiques de santé. Est-ce que ce sont que des savants? Ou est-ce que ce sont nous tous, un peu plus démocratiquement, avec différentes disciplines, mais aussi des gens qui ne sont pas forcément des sachants sur le sujet, qui ont un mot à dire de comment est-ce qu'on pense le soin? Oui, mais justement, par rapport à qui décide quel niveau de criticité, c'est quoi être critique pour un antibiotique? Aujourd'hui, être critique pour un antibiotique, c'est être critique pour la santé humaine. Et effectivement, si on se place du point de vue de l'écologue, du point de vue de la personne dont le patient est l'écosystème, et non pas l'être humain ou l'animal, mon patient est l'écosystème, moi ce qui est critique pour mon écosystème, pour mon patient à moi, c'est ce qui va toucher mon écosystème. Donc ça veut dire que des antibiotiques qui se dégradent très facilement dans la nature, comme les céphalosporines, alors qu'elles sont super critiques pour l'homme, elles ne sont pas forcément critiques pour les écosystèmes. Donc à quel moment on se pose pour revoir cette notion de criticité dans une vision d'une seule santé, en se disant, on se met tout autour de la table, pour moi, cet antibiotique est critique pour telle raison. Pour moi, cet antibiotique, le même, est critique pour telle autre raison. Pour moi, il n'est pas du tout critique. Et ensuite, on fait une espèce une hiérarchisation des priorités, parce qu'on ne pourra pas tout faire, on n'aura jamais toutes les ressources, le temps, etc., pour adresser toutes les questions. Mais oui, ça vous... oui, vous pointez une difficulté réelle. C'est-à-dire que l'antibiorésistance, antibiotiques, biocides, ce qu'on va dire sur l'antibiorésistance ou sur les causes d'antibiorésistance, on peut l'appliquer aussi bien sur n'importe quel pesticide, pas seulement ceux qui sont à destination humaine contre les bactéries. Et le gros problème, c'est que le concept One Health nous dit bien qu'il faut trouver des compromis, c'est le mot, compromis, optimiser en tout cas la santé humaine, animale, des plantes et des écosystèmes. Optimiser, ça ne veut pas dire tout pour le soin.
c'est dur à entendre quand on est médecin ou vétérinaire, et même quand on est individu, parce qu'il y a une différence entre l'individu et la population, et le One Health résonne au niveau populationnel, moins au niveau individuel. Ce qui fait que les hiérarchisations que vous aimeriez avoir, vous risquez de ne pas les trouver en termes génériques, dans la mesure où chaque écosystème est un cas particulier. Mais il faut quand même avancer. Il faut quand même avancer, bien entendu. Donc du coup, c'est plus l'attitude par rapport au vivant qui va devenir importante, c'est-à-dire avoir conscience de l'ensemble des problèmes et des leviers qui sont à actionner, ou en tout cas sur lesquels il faut prendre garde, que d'avoir une recette qui serait applicable dans toutes les situations, parce qu'elle sera forcément inadaptée. Oui, c'est sûr. Oui, Claire Arpel, je vous voyais tout à l'heure, vous vouliez réagir sur... Réfléchir, non, réfléchir en permanence, mais réagir sur... Réagir sur la question de l'invisibilité par rapport à l'auditeur. Je pense vraiment que ce n'est pas un faux problème, que ce n'est pas un problème résolu. Nicolas l'a très bien dit, l'antibiorésistance n'est pas une maladie. Donc la première invisibilité, elle est vraiment d'ordre conjoncturel, c'est-à-dire que l'antibiorésistance avance et se manifeste au moment où précisément la maladie s'aggrave, la tuberculose en particulier, si on devait prendre un exemple. Donc c'est très très difficile en fait à engager des programmes, des actions, dès lors qu'elle demeure invisible sur le plan conjecturel. Mais elle l'est aussi, je pense, et ça c'est plus dans le domaine notamment des sciences humaines et sociales qu'on peut agir, elle est aussi invisible d'ordre structurel, c'est-à-dire que toute société est enchâssée donc, dans des structures institutionnelles, sociales, et donc ces structures vont faciliter ou non cette prise de conscience précisément que l'antibiorésistance est là, présente, et tant qu'on n'aura pas avancé sur une plus grande prise de, comment dirais-je, une meilleure connaissance donc de ces pratiques, de ces représentations sociales autour de la maladie, du soin et en l'occurrence donc de l'AMR, de l'antibiorésistance, je pense qu'on sera confronté à... alors, ce n'est pas un aveuglement parce que c'est une méconnaissance qui entraîne donc le maintien dans des situations difficiles donc à gérer en termes de santé publique et donc arriver à enrayer le phénomène donc de l'antibiorésistance. Donc, ça me paraît essentiel de mettre le doigt sur le fait que ça demeure invisible. C'est pas une maladie, donc cette invisibilité entraîne une forme d'immobilité en fait. J'avais un médecin malgache qui parlait à la fois d'inaccessibilité et d'inacceptabilité. Parce que précisément les antibiotiques se sont donc diversifiés sur l'ensemble de la planète, ont été donc semés sur toute la planète, mais sans prendre en considération, comme je le disais tout à l'heure, cette différence de représentation qu'on a de la maladie. Donc aujourd'hui, ça fait des effectivement, effets. on pourrait y revenir sur ces approches par territoire. J'aimerais bien qu'on ait un petit temps pour parler des échelles, différentes échelles auxquelles on peut agir. Et effectivement, vous parliez des Madagascar, de ces territoires qui sont... Oui, Patrick Giraudot. Oui, pour revenir sur les territoires, je pense que... Mais là aussi, c'est peut-être pour ma formation d'écologue qui me déforme, mais à un moment ou à un autre, acquérir la résistance pour une bactérie, ça a un coût. Bon, donc elle n'acquiert la résistance que s'il y a une exposition. Et acquérir une mutation qui permet la résistance, c'est difficile. 2 mutations pour 2 antibiotiques différents, c'est encore plus compliqué. Et 3, c'est encore plus compliqué. C'est le principe des thérapies avec le sida. Je pense qu'avec cette question qui est une question sociétale d'invisibilité, on a aussi une question technique. C'est-à-dire que si on comprend bien comment fonctionne le vivant, on aura des positionnements qui seront plus adaptés, c'est-à-dire moins d'exposition. Ça, c'est en gros les politiques de diminuer les antibiotiques, mais aussi une stratégie d'application. Et là, elle peut varier selon les continents, selon les lieux, selon les biomasses en cause. Par exemple, si vous êtes dans un système d'élevage, vous avez des grosses biomasses de bovins,
et l'homme, vous n'êtes pas dans la même situation qu'un autre système agricole ou de culture, où là, vous êtes exposé à des pesticides, c'est des biocides sur des insectes de plantes, par exemple. Et là, on aura une logique qui va être différente. Donc cette différenciation, elle me semble absolument nécessaire, et elle suppose d'être un peu moins visible d'une certaine manière pour savoir quelles sont les causes qui font qu'à un moment donné, on va acquérir ce problème d'antibiorésistance. D'autant plus qu'il y a l'exposition, effectivement. Il y a aussi en parallèle la transmission de l'antibiorésistance. On peut avoir de la résistance aux antibiotiques sans nécessairement avoir été exposé. Absolument. Et donc, ces deux leviers, quand on parlait, peut-être Nicolas. Mais non, mais là, je trouve que, pour moi, on touche à une des questions qui est en fait assez centrale et assez importante justement pour les sciences sociales, c'est-à-dire cette variabilité et même la question de l'inégalité en fait, sociale, économique, face au problème de l'antibiorésistance et en contrepartie, en parallèle, à la question de l'accès en fait, aux antibiotiques, mais aussi tout un tas de dispositifs de soins, de prévention, d'hygiène, de sécurité sanitaire au sens large, qui nous protègent. On le sait, le fardeau de l'antibiorésistance, il a une distribution sociale, géographique qui est inégale. Et je pense que aujourd'hui, c'est un des défis majeurs des politiques de lutte contre l'antibiorésistance, de regarder ça. Je ne sais pas comment lier ça à la question de la visibilité, invisibilité, mais c'est vraiment de dire qu'il ne faut pas toujours regarder de la même manière partout. Et je pense qu'on a souvent des réponses très standardisées, y compris à l'échelle internationale, avec des plans d'action qui sont promus par les organisations de la quadripartite, qui sont assez standardisés, qui se répliquent en mettant en avant les 3 grands piliers, surveillance, stewardship et innovation. Et on essaie de développer, et je ne dis pas que ce n'est pas important, mais déjà dans ce triptyque, il manque pour moi la prévention, au sens large, sécurité sanitaire, hygiène, contrôle des infections. Et en fait, on sait que tout un tas d'anthropologues, je pense à des collègues britanniques, mais pas seulement, l'ont largement montré. Et ils le disent comme ça avec un petit jeu de mots, mais l'antibiorésistance, on a tendance à le réduire à un problème d'excès d'antibiotiques, alors que dans tout un tas de territoires et de régions du monde, c'est un problème d'accès avant tout aux antibiotiques. C'est-à-dire que si les individus avaient accès à des antibiotiques de qualité, fonctionnels, avec les molécules dont ils ont besoin, donc la question de la criticité sans doute n'est pas la même pour toutes les populations, y compris humaines, etc. Et bien en fait, déjà, ils pourraient mieux lutter contre le phénomène de l'antibiorésistance. Alors que dans d'autres régions du monde, on va plutôt recommander au contraire de réduire, pas forcément réduire l'accès, mais en tout cas réduire l'utilisation. Et je pense qu'on aura commencé à faire un grand pas quand on aura pris conscience de cette variabilité, inégalité, je pense qu'il faut le dire, et adapter en fait l'allocation des moyens qu'on donne à la lutte contre l'antibiorésistance à des besoins qui sont locaux. Et voilà, le global est important, mais il faut remettre le local dans le global, je pense. Ça, on peut illustrer très facilement. C'est-à-dire que c'est le multi-échelle, c'est-à-dire que, prenez par exemple, vous avez dit que l'antibiorésistance, on pouvait la considérer comme une épidémie. Une bactérie qui acquiert une capacité à l'antibiorésistance, elle va se répandre dans la population si rien n'est fait. On a typiquement ce qui se passe dans les pays producteurs d'antibiotiques, avec des usines qui déversent des antibiotiques dans les rivières, où vous avez des concentrations d'antibiotiques qui sont équivalentes à celles que vous avez dans le sang quand vous traitez un patient. Bon, c'est des systèmes qui génèrent de la résistance. Et donc les bactéries, en conséquence, peuvent traverser le monde pour venir chez nous. Autre exemple, les producteurs de tulipes en Hollande traitent contre les aspergillus les bulbes des tulipes. Et on s'est retrouvé à Besançon, en important les bulbes de tulipes, avec des résistances à l'hôpital, parce que simplement le vent avait porté ces aspergilloses dans les couloirs de l'hôpital. Une fois qu'on a réglé le problème en prenant des tulipes qui viennent d'agriculture biologique, le problème a été réglé. Donc vous voyez, la difficulté, c'est que quelque part, on a du global, on a du local, et tout fonctionne en même temps, et en mosaïque, avec des diversités qui sont bien réelles. Est-ce qu'on les interfacer ces différents niveaux? Si, mais c'est du sport. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'est pas encore armé pour le faire tout à fait, parce que ça supposerait de bien connaître tous les systèmes, or on ne les connaît pas. Je crois que vous l'avez, en répondant à certaines questions, vous avez montré qu'à un moment donné, oui, on n'a pas la réponse. Donc vous allez me dire, il faut plus de recherche ou plus de... Je ne sais pas si c'est plus de recherche, mais en tout cas, c'est une attitude qui prenne conscience de ce genre de problème. Et c'est ce que vous évoquiez avec le problème des échelles. Et peut-être, Léonie, vous qui êtes depuis peu là, chargée de projet sur une thématique One Health
Marseille. Est-ce que cette échelle-là est une échelle crédible? Quelles en sont les limites ou les avantages, les opportunités? J'imagine que quand on empile les échelles, toutes ont leur importance. Hein. On ne peut pas... Voilà. Et comment ça se traduit finalement à des échelles? Au niveau local, au niveau d'une municipalité, c'est très compliqué d'adopter les grands plans internationaux de la quadripartite qui nous dit voilà, il faut faire ceci, cela. Et en fait, dès qu'on a des événements sur le sujet, dès que les gens essaient de s'intéresser, c'est des grands plans nationaux ou internationaux, c'est des feuilles de route, c'est des termes comme ça qui en fait font qu'on a du mal, encore une fois, à s'approprier le sujet. Donc difficile pour un territoire de façon locale de faire ce sujet sien. Par contre, il y a beaucoup de questions qui se posent sur qui est acteur de santé dans son territoire. Donc bien sûr, il y a les soignants, donc la question de comment l'hôpital pollue, comment est-ce qu'il va, de façon générale, augmenter par ses pratiques le phénomène d'antibiorésistance. Et puis, ça s'éloigne encore plus avec d'autres secteurs. C'est-à-dire que nous, à la ville de Marseille, on réfléchit comment est-ce que l'usage des biocides dans tout ce qui est hygiène va impacter le phénomène d'antibiorésistance. Donc, ça veut dire qu'une puéricultrice qui travaille avec des enfants va se mettre à nettoyer uniquement avec de l'eau et rien d'autre, pas de produits chimiques, pour justement arriver à ne pas être dans une posture de lutte contre les bactéries et arriver à avoir un écosystème à peu près équilibré dans l'intérêt des enfants et de tout le monde. C'est pareil pour le jardinier de la ville qui ne va pas utiliser de biocides, qui ne va pas utiliser de pesticides, en se disant « je deviens aussi acteur de santé ». Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de tenir un nouveau discours qui n'est pas l'usage de One Health, qui n'est pas parler d'antibiorésistance. On va essayer de parler de respect. On va essayer de parler de valeurs plus simples, en fait. Juste de se dire, et si on respectait les autres humains et non humains, si on respectait la biodiversité, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc on explique, on fait de la formation pour ça, et après on montre à chacun qu'il est acteur. Oui, d'ailleurs, c'est pas une décision nationale. C'est ça, parce que finalement, on est tous acteurs de santé. On est tous acteurs de santé. Les déterminants de santé ne se jouent pas à l'hôpital, ne se jouent pas chez le médecin. Donc il y a vraiment, pour pouvoir impliquer une vraie action à conduire dans le discours qu'on porte aux individus, en leur disant, mais finalement, dans tout ce que vous faites, vous pouvez agir et pour vous-même et pour les autres, par l'alimentation, par toutes ces choses-là. Et simplement pour rebondir sur ce que disait Patrick juste avant, sur le fait qu'il fallait un consensus et qu'en fait, ça va forcément être complexe. On ne pourra pas s'émanciper de la complexité face au phénomène d'antibiorésistance, il n'y a pas de bonne solution. On doit se rassembler, on doit essayer de voir ce que chacun peut apporter, toutes disciplines confondues. Mais à mon avis, on a une vraie question à se poser quand on fait ça, c'est quelle valeur on accorde à la parole de chacun. Est-ce que si Patrick se retrouve en tant qu'écologue demain, il y a une table qui l'accueille, mais c'est que des médecins et quelques vétérinaires, est-ce que son propos va être entendu comme un propos d'acteur de santé, parce qu'il parle du long terme, il parle de tous les écosystèmes, ou est-ce qu'on va se dire « Ah, il vient un petit peu en touriste », pour nous éclairer sur un sujet qui est quand même un sujet de santé humaine très sérieux. Et donc, dès qu'on fait ce travail d'humilité en se disant « Eh ben oui, on est tous acteurs de santé, l'écologue aussi, la puéricultrice, le jardinier aussi », je pense qu'on a un petit peu avancé. Et comment on arrive à cette prise de conscience Alors, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça se fait... C'est ce qu'on fait là aujourd'hui, on essaie de diffuser avec les personnes qui nous regardent, je vous en remercie, de dire, est-ce qu'on pourrait ne pas avoir peur pour la considération humaniste? C'est-à-dire qu'en un mot, je finis là-dessus, je crois que quand on parle à des soignants, à des médecins, d'étendre la considération à des vivants non humains, végétaux, animaux, ils ont tendance à avoir peur qu'on perde le souci de l'humain, le soin de l'humain, donc derrière la représentation de la dignité humaine qui est très importante. Et moi, ce que j'aimerais pouvoir poser là, c'est qu'on ne retire absolument rien à l'humain. Bien sûr qu'on veut protéger tous les individus. Simplement, il faut qu'on considère aussi les autres parce qu'on fait partie d'un même biotope, d'un même écosystème. Et que ce n'est pas en se conservant les antibiotiques pour soi qu'on va arriver à penser mieux le phénomène. Pour répondre à la question, comment s'y prendre, je serai très bref, c'est en faisant avec.
Oui. C'est-à-dire que c'est pas en étant en position dominante. Alors bien sûr, j'ai vécu ça au niveau du cover, c'est quand même un niveau national assez élevé de discussion, mais là, il y a eu une vraie humilité de chacun, et je ne me suis pas du tout senti en tant qu'écologue sur un strapontin, par exemple. Ouais. Mais en même temps, au plus bas niveau, je travaille avec des chasseurs, des agriculteurs, des gens de santé, des gens de la protection de la nature. Bon, c'est un sujet particulier, ça peut être l'échinococcose alvéolaire, ça peut être la maladie de Lyme, etc. Mais en tant que chercheur, je suis avec, je ne suis pas au-dessus. Ouais. C'est-à-dire que je co-construis avec eux les protocoles, mais je ne les impose pas. Et je crois qu'on n'a pas le choix, parce qu'autrement, on est en parole contre parole. Et c'est là qu'on va entrer dans les systèmes de fausses nouvelles, d'opinion contre opinion. Et là, on ne peut pas s'en sortir. C'est clair. On ne peut pas se battre. On voit bien que les plans éco-antibio, les antibiotiques critiques, les vétérinaires ont demandé aux médecins c'est quoi les antibiotiques critiques. Ils ont rendu critique ce que les médecins considéraient comme critique. Et ainsi de suite. Donc on n'a pas cette prise de réflexion. C'est peut-être le temps politique qui fait qu'on ne prend pas le temps de... Voilà, il faut faire quelque chose. Une attitude, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? On fait critique, ce qui est critique chez l'autre. Ce n'est pas que le temps politique, c'est aussi le temps productiviste. C'est-à-dire que quand il faut traiter un élevage de façon massive parce qu'il y a un risque d'infection, on le fait vite. Quand on veut mettre quelqu'un au travail dès demain alors qu'il est malade, on pousse aussi à ne pas prendre le temps de choisir le bon antibiotique. Mais je voulais dire dans la politique publique. Oui, mais là aussi, on a fait vite. Il y a un problème d'attitude. Pourquoi on fait tout vite? Parce que l'écologue ou n'importe qui d'ailleurs, on va l'appeler en crise. En crise, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que dans l'intercrise, on peut commencer à nouer des relations de confiance avec les gens, co-construire le futur, etc. Or, le problème, c'est qu'on est toujours dans le cycle panique, réparation, panique, réparation, et on n'est jamais dans le cycle anticipation. Finalement, c'est bien l'antibiorésistance, c'est une pandémie silencieuse, lente. Absolument. Oui. On est en crise sans lettres. Ben voilà, mais il faut saisir l'occasion du coup. Voilà. Et puis inscrire l'antibiorésistance aussi dans le reste, parce que ça veut dire que l'antibiorésistance, c'est aussi les pratiques agricoles, c'est aussi les pratiques vétérinaires, c'est aussi les pratiques de santé publique. Claire, vous vouliez réagir sur... Déjà, on est en crise, mais on ne le sait pas. Oui, c'est ça, voilà. Nicolas, tu voulais peut-être... mais si vous voulez, allez-y, je reste. Il faut nous faire taire. Non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce que présentait Léonie sur l'implication de chacun, en anthropologie, par exemple, on insiste sur la démarche donc ethnographique, et on a fait le choix donc de travailler sur ce qu'on appelle la recherche communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans notre méthode ethnographique, on ne va pas seulement aller chercher des données, la parole habitante, mais on va faire en sorte que les habitants eux-mêmes soient acteurs du projet de recherche. Alors, ça ne se fait pas en claquant des doigts, tu l'as très bien dit, c'est une démarche très longue, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place là, à Madagascar depuis maintenant 2 ans, à Fianarantsoa plus exactement. Et pour ce faire, alors on a cherché plusieurs angles d'attaque, des appels à projets qui étaient plus ou moins retoqués parce qu'on était justement trop dans l'anticipation et on n'était pas forcément compris. Oui, c'est difficile à se financer. C'est très difficile à faire comprendre l'importance, la nécessité vraiment d'impliquer les sciences humaines et sociales dans des projets comme ça. À l'échelle européenne, je pense que ça marche, mais à l'échelle internationale, enfin en tout cas nous on n'avait pas réussi. Et donc on a pris le parti de mettre en place ce qu'on appelle des thèses aujourd'hui, des thèses d'exercice d'ethnomédecine, où en travaillant au plus près avec les facultés de médecine d'un territoire, on propose des sujets, et en l'occurrence là c'est donc un sujet sur l'étude des pratiques et des savoirs locaux autour des antibiotiques et de l'antibiorésistance, l'un n'allant pas sans l'autre, et ça donne des résultats absolument spectaculaires, c'est-à-dire que le médecin va mettre en place une méthode, qui est une méthode vraiment d'ethnographie, où il va récolter des récits de vie, avec des occurrences qu'on aura identifiées au préalable. En l'occurrence, on a identifié à la fois donc, tout ce qui touche à l'accès aux soins, comme le disait Nicolas tout à l'heure, mais aussi la représentation des remèdes, des médicaments, la diversité aussi des manières de soigner, puisqu'on a certes la biomédecine, mais la médecine traditionnelle est encore très présente. Donc, comment on compose, comment les patients composent avec telle ou telle médecine et dans quel contexte. Voilà, il y a tous ces éléments-là, et cette thèse-là, cette première thèse va être soutenue
l'année prochaine. Donc c'est Candelia Razami Manouna, j'espère ne pas avoir écorché son nom, si elle m'écoute, j'en suis désolée. Donc son petit nom, c'est plutôt Tantel, a fait un travail absolument extraordinaire, mais en tant que médecin. Donc ce qui est intéressant, c'est d'arriver à hybrider nos disciplines, et je pense que ça, on en a vraiment besoin. Alors c'est ce qu'on fait tous depuis de nombreuses années. Hein. C'est très long, adapter un langage différent, créer un langage commun. Et surtout impliquer les populations. Moi qui suis microbiologiste, discuter avec une philosophe, franchement, ça m'a pris des siècles. Hein. Et inversement. Mais c'est faut être curieux, en fait. Mais tu n'es plus le même. Vous n'êtes plus le même. Non, collectivement, on n'est plus les mêmes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a pas mal. Il y a pas mal de réactions. Quelques questions. Allez. Peut-être Nicolas, vous vouliez dire deux mots? Non, mais alors, rapidement. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, je voulais rebondir sur un des exemples des politiques que vous menez à Marseille, là, l'exemple dans les crèches avec les puéricultrices, modifier les pratiques d'hygiène, sortir les biocides, etc. Et ça me faisait penser justement à une question, à mon avis, assez importante, mais qui, je pense, est un vrai sujet interdisciplinaire pour le coup, c'est-à-dire comment on peut aussi en partie sortir, pour répondre au problème de l'antibiorésistance, de ce paradigme pasteurien infectieux de la lutte contre les bactéries, de la lutte contre les microbes. Et vous avez vous aussi pris tout un tas d'exemples. Enfin, parfois, en fait, il faut peut-être faire avec, vivre avec, et on a depuis plus d'un siècle ce réflexe effectivement de la lutte contre les microbes, qui est une guerre perdue d'avance. L'antibiotique est typiquement l'une des béquilles qu'on utilise dans ce type d'approche. Et je pense qu'on a beaucoup des réponses en fait sortent pas de ce paradigme infectieux, pasteurien, y compris alors sur un sujet que je connais peut-être un peu mieux, qui est dans le monde agricole et vétérinaire, mais avec le paradigme de la biosécurité, qui est cette espèce de grande idée qu'il faut absolument contrôler le monde microbien, l'infectieux, pour empêcher les allées et venues, etc. Et qui en fait est parfaitement adapté à un certain schéma, un certain modèle en fait agricole plutôt qu'un autre. Et il existe sans doute des alternatives, pas simplement dans des substituts ou des substitutions, mais vraiment dans des approches de la santé, des approches de la maladie et du monde microbien. Et je pense que, d'ailleurs, deux choses, c'est-à-dire, on parle beaucoup du One Health, c'est des trois patates du One Health, mais en fait, où est-ce qu'on met les microbes dans tout ça? On parle de l'homme, de l'animal, de l'environnement, mais enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas où est-ce qu'elles sont? Est-ce que c'est pas une quatrième patate? Et est-ce qu'on n'oublie pas un peu de les penser en tant qu'entité avec lesquelles on interagit directement? Comme organisme symbiotique, c'est microbien en soi. C'est-à-dire, quelque part, nous-mêmes sommes microbiote, c'est une réponse possible. Vaginale, etc. Les mitochondries sont quand même des bactéries dont on a que la cellule eucaryote que les archées ont acquises à un moment donné pour faire la cellule eucaryote. On est nous-mêmes composés de microbes. Et si on enlève le microbe, on meurt, c'est tout simple. Alors comment on intègre, comment on fait avec effectivement, l'espérance de vie a augmenté. On considère qu'elle a augmenté. Elle a augmenté factuellement, mais je veux dire que les antibiotiques ont joué un rôle important. Bien sûr. Donc, en fait, on va le préserver. Voilà. Oui, mais on a le même problème qu'avec l'agriculture conventionnelle. C'est-à-dire qu'on a eu une révolution verte qui a nourri la planète. On est 8 milliards, on était quelques 3 milliards, 4 milliards dans les années 50. On a pu faire une bascule en nourrissant avec des inégalités énormes le monde, mais quand même, globalement, ça s'est amélioré. Mais on voit bien la limite maintenant du système des biocides qui, employé de façon inappropriée ou excessive, conduit à des systèmes qui deviennent dangereux. L'antibiorésistance n'est pas un cas particulier par rapport à ça. On est passé d'un espoir d'une réponse technologique qui solutionnerait tous les problèmes et de biosécurité, on contrôle tout. À un moment, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout contrôler, donc il faut commencer à travailler sur un univers variable et pas entièrement contrôlable. C'est un paradigme qui est un peu nouveau. Avant ça, effectivement. Oui. Mais c'est vrai que... Mais c'est pas simple, parce que ça veut dire que c'est quelque part, au lieu de dire cette maladie n'arrivera pas, il faut se dire cette maladie arrivera moins, parce que si on cherche à ce qu'elle n'arrive pas, on va compliquer terriblement le système et peut-être même le mettre en péril. On voulait prendre des questions. Il paraît qu'il y en a. Ah oui, il y en a. Il y a beaucoup de remarques, de commentaires. On a une question qui revient, et je pense que vous l'avez pas mal abordée, mais vous avez peut-être des points supplémentaires.
qui est de dire comment le vétérinaire, le médecin, dans sa pratique, peut prendre en compte ce vivant globalement. On a parlé de la société. Vous avez donné plein de pistes. Est-ce que vous en avez une autre avant qu'on change de sujet? Moi, j'en ai une surtout, c'est que quelque part, il faudrait que les études vétérinaires et médicales prennent ça en compte. C'est-à-dire que pour le moment, on fait des excellents professionnels du soin, mais on ne fait pas forcément des professionnels de la prévention. Et donc, qui obligerait, dans ce cas-là, c'est une approche du soin humain, vétérinaire aussi, dans l'école vétérinaire et animale, oui, du soin. C'est-à-dire qu'on a une maladie, donc une réponse. Ça, on y est bien préparé, et moi j'en suis très content en tant qu'individu. Bon, mais le problème, c'est que dans les écoles vétérinaires et dans les écoles de médecine, enfin dans les facultés de médecine, peu d'attention est portée à la santé publique, clairement. Et encore moins à une santé publique qui serait élargie à One Health, c'est-à-dire qui inclurait des concepts d'écologie, notamment d'écologie. Donc voilà un des premiers problèmes qui donne un sentier pour l'avenir, là. Il y a une autre. Une des réponses était, à mon avis, dans une des interventions de Léonie, c'est-à-dire laissez-nous le temps de guérir. Plutôt que de renvoyer au travail, de nous renvoyer à l'école dès le lendemain, en fait, et grâce aux antibiotiques, souvent, laissez-nous le temps. En fait, c'est la vision. On a la vision OMS, à chaque fois qu'on veut définir la santé, on dit voilà, c'est le bien-être global, psychique, social et physiologique. Juste après, il y a une autre définition qui était importante en philosophie, c'était celle de Canguilhem, qui nous disait, qui rejoint en fait la dimension écologique, il faut qu'on soit résilient et non pas robuste, comme le dit Patrick. C'est-à-dire que ce qu'il disait de la santé, c'est être en bonne santé, c'est pouvoir tomber malade et s'en relever. C'est pouvoir être affecté, une infection, là en l'occurrence par rapport aux antibiotiques, et arriver à se reconstruire différemment, peut-être un peu amoindri, parce qu'on n'est jamais comme on était avant d'être malade, mais accepter ce temps-là. Et ça, c'est un premier élément, à mon avis, important. Et le deuxième, par rapport à la formation, on manque cruellement d'enseignement éthique, et je le vois puisque je travaille avec beaucoup de vétérinaires et de médecins. Ils me disent tous, on a une petite option, 1 heure par an, sur un cours d'éthique, sur qui on est dans la société, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on soigne. Est-ce que c'est juste la façon dont on appréhende le temps, dont on appréhende le patient, dont on appréhende l'animal? Les vétérinaires disent, mais en fait, on ne sait pas. Nous, on nous dit qu'il faut soigner de façon extrêmement rapide. Ça semble facile à corriger, je veux dire, d'introduire non, pas tant que ça, parce que quand on propose, et on voit AgroParisTech qui commence à le mettre en place, on voit les écoles vétérinaires, les facultés de médecine commencent à le mettre en place, la première chose qu'on me dit, en tout cas à moi, c'est « mais le programme est tellement chargé, on ne va quand même pas rajouter beaucoup d'éthique là-dedans ». Et donc, c'est quand même embêtant, sur 8 ans d'études techniques, qu'on n'ait pas pas juste une option, hein, mais une vraie base de questionnement sur notre place dans la société quand on est soignant et quand on a un pouvoir de prescrire et donc d'orienter la santé publique. Il y a un vrai sujet, quoi. Oui, Patrick. Là, c'est l'émetteur, c'est le prescripteur, mais il y a aussi le destinataire de la prescription. C'est-à-dire qu'on admet tous qu'il faut savoir compter dans la vie, qu'il faut savoir écrire et s'exprimer, mais l'illittératie biologique est colossale. Ce qui explique la difficulté, il n'y a pas que ça, hein, mais ce qui explique aussi la difficulté d'acceptation du vaccin, de ceci, de cela, ou d'une limitation dans l'usage d'un médicament, c'est que la population n'a que très peu, la population générale, d'informations sur la biologie. En collège, je crois que c'est 1h30 à peu près, si ça n'a pas bougé, par semaine, avec des ambitions de programme qui sont colossales, et puis très vite on perd de vue ça, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement continuer au-delà du collège sans faire jamais de biologie. Et pareil en études supérieures. Donc quelque part, apprendre les mathématiques à quelqu'un qui ne sait pas compter, c'est pas facile quand même. Un exemple territorial, juste, c'est les écoles favorables à la santé. On est en train de mettre ça en place à Marseille pour que justement les enfants entendent parler de microbiote, entendent parler de tout ça dès tout petit. Leur place dans le vivant, etc. Nicolas, à la fois, je suis d'accord avec ça, et en même temps, je ne voudrais pas laisser complètement l'idée que, en fait, les patients, les individus, les malades, sont aussi des experts de ce qu'ils vivent. Oui, exactement. Ils ont des savoirs expérientiels, des savoirs pas que aussi des savoirs médicaux d'ailleurs. Et en fait, il faut aussi s'appuyer là-dessus pour, à mon avis, inventer, enfin en tout cas articuler aussi d'autres manières de prendre en charge les maladies ici bactériennes résistantes. Je parlais tout à l'heure d'un projet qui est en cours, qu'on est en train de mener dans le cadre du programme de recherche prioritaire sur l'antibiorésistance.
on travaille sur les patientes malades d'infections urinaires résistantes. Et on essaye de comprendre l'expérience de ces infections, de cette maladie, du point de vue des patientes. Et ce qui est assez frappant, d'une part, comme je le disais, c'est qu'elles ont une grande maîtrise des savoirs médicaux, de ce qui se passe, etc. Mais aussi qu'elles complètent avec tout un tas d'autres choses. Et ce qui est intéressant en comparant la façon dont elles perçoivent et font l'expérience de leur maladie par rapport aux médecins, c'est qu'elles l'appréhendent davantage dans un paradigme de maladie chronique que de maladie infectieuse. Là où le médecin, et du coup, le paradigme infectieux, le réflexe de la prescription d'antibiotiques, lutter contre la bactérie, etc., éradication. Alors évidemment, ça reste très important, notamment au moment des crises aiguës et douloureuses, et les femmes elles-mêmes savent utiliser l'antibiotique à bon escient à ce moment-là. Mais la maladie, elle s'exprime et elle est vécue à tout un tas d'autres moments qu'à ces moments de crise aiguë, et elles ont tout un tas de pratiques, de modification des pratiques alimentaires, des pratiques vestimentaires, des besoins aussi d'aller aux toilettes à certains moments, etc. Et une mise en place, une adaptation en fait, de sa vie sociale et professionnelle pour vivre avec, d'une certaine manière, une infection qui est, d'ailleurs c'est assez intéressant, le terme de résistance, ce n'est pas le terme le plus fréquemment utilisé, même si il est connu et utilisé, mais on parle d'infection à répétition, d'infection chronique, d'infection répétée, etc., ou suivie. Et on voit bien qu'il y a la résistance, elle est appréhendée à travers des vocabulaires, des temporalités, des paradigmes qui ne sont pas toujours ceux de la médecine un peu dominante. Et je pense qu'il y a des choses à apprendre et sur lesquelles s'appuyer pour aborder. D'ailleurs, sur les savoirs communautaires, enfin, Claire, je pense que... Mais ça me paraît être un paramètre très intéressant parce qu'on voit bien ici ce qu'on appelle l'ignorance blanche. En fait, c'est cette représentation qu'a le praticien de son patient qui, en fait, souvent est pas réel, n'est pas réaliste, parce qu'on est toujours dans cette configuration d'un manque de temps. Donc le praticien manque de temps pour vraiment s'intéresser en fait au cas clinique même du malade, et donc il va prescrire mais sans véritablement connaître l'histoire de son patient, la résistance. Alors les médecins généralistes, je pense que c'est encore plus marquant qu'en milieu hospitalier, et dans les savoirs locaux c'est typiquement ça, c'est-à-dire ce qui émerge aujourd'hui par exemple donc, à Madagascar. Alors encore une fois c'est très différent je pense d'un territoire à un autre, parce qu'en l'occurrence nous aussi on travaille précisément sur une cohorte alors là de femmes enceintes, et on s'intéresse à l'Escherichia coli et il y a une véritable méconnaissance de ce que c'est qu'un antibiotique, alors même qu'il est utilisé à tel point qu'on leur donne des petits surnoms, l'amoxy, pour parler d'amoxicilline. Donc ça rentre en fait dans leur vocabulaire quotidien. C'est accessible, mais accessible de manière illicite, c'est-à-dire qu'on vend les médicaments sur les marchés, comme on vend un dentifrice. Et donc il y a tout ce processus-là qui est méconnu des médecins eux-mêmes, et qui fait partie en fait d'un quotidien totalement informel qui se met en place et qui reste invisible pour le corps médical. Donc là, le fait de travailler, et c'est là aussi l'importance des sciences humaines et sociales, c'est de prendre ce temps du récit pour comprendre comment les pratiques sont mises en œuvre, comment c'est perçu par les patients eux-mêmes. C'est capital, mais il faut nous laisser le temps. D'ailleurs, il faut rattraper le temps aussi. Le temps passe. Hein. Oui. Vous pourrez rester toute l'après-midi. Oui, on est bien. On va arriver gentiment à la fin de notre temps. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse essayer de ce qui vous tient à cœur en termes de l'introduction ou davantage d'empreinte de vos disciplines pour changer ces représentations, pour même accéder à la prise de décision. Je veux dire, faut être concret à des moments pour faire avancer. C'est pas souvent, c'est pas habituel que les humanités soient associées aux prises de décision politiques. Donc, est-ce que par qui on commence? Qui veut dire ce qu'il veut faire en sortant d'ici pour bouger les choses? Comment contribuer? Comment faire? Cette notion de bien commun aussi qui m'est chère, où finalement on est sans cesse en train un bien commun, c'est quand même un bien qui
qui ne prive pas les uns quand on l'utilise par les autres, quand les autres l'utilisent. Enfin, c'est ça un bien commun. L'eau est un bien commun. Là, on est dans des politiques en cascade, restrictives pour les uns, à peine régulées pour d'autres, etc. Voilà. Patrick, si... Oui, moi, je peux commencer le tir. Moi, je crois qu'on pour avancer, il faut avoir des problèmes à résoudre. C'est-à-dire que les crises, parfois, sont utiles. Parce que, justement, ça permet de recomposer oui, on l'a vu, les communautés, Bon, donc du coup, il faut en profiter, il faut être acteur. Il n'y a pas cette crise-là, en fait. Elle est invisible. Hein. Elle est invisible aussi, peut-être, en termes de... Mais elle est plus, à mon avis, dans une crise dite écologique. C'est-à-dire que moi, l'antibiorésistance, au sens médical du terme, je ne fais pas une différence énorme avec le problème qu'on a en agriculture sur l'usage des biocides en général. Bon, on est dans le même genre de problème, donc il faut aller problème par problème avec les gens qui sont confrontés à ces problèmes-là pour les aider à trouver des solutions. Alors ça paraît micro, ça peut l'être, mais je ne vois pas comment faire autrement. C'est-à-dire qu'il faut agir aux deux niveaux, c'est-à-dire quand on peut au niveau effectivement le plus haut, c'est-à-dire au niveau d'influer le politique, mais en même temps, je ne me sens pas crédible si je ne suis pas aussi au niveau le plus bas. Le plus bas, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, mais c'est celui... mais cette multi-échelle. En plus, c'est celui qui m'intéresse le plus, le plus bas. Bon, ça, je me sens le mieux, alors. Bon. Donc, et là, je sens qu'on peut faire bouger des choses quand même, peut-être très localement dans ce cas-là. Léonie, un point final? Pas de point final. À ce temps-là, mais... Voilà, à ce temps-là, je vais juste prendre la suite de ça. Je pense que le mieux, c'est quand même d'aller boire un verre, d'aller boire une bière ou d'aller boire un café avec d'autres disciplines et d'autres gens. Je ne parle pas que de discipline scientifique, je parle d'aller discuter avec son patient, pas forcément celui qui est en face de nous, mais de façon générale avec des gens qui ne comprennent pas de résistance. Parce que on reste quand même beaucoup enclavé entre spécialistes versus profanes, avec des discours complètement illisibles, incompréhensibles. Et petite astuce pour finir sur comment est-ce un des outils, en tout cas moi que j'essaie d'utiliser, c'est de faire rejouer des scènes où Claire pourrait être une bactérie, Nicolas pourrait être un patient, et puis Patrick pourrait être un médecin, et on montre un petit peu sous forme de scénette qu'est-ce qui se joue dans ce rapport-là, et on fait intervertir les rôles pour que quand on prenne une problématique en face à nous, on arrive à se positionner à chaque fois dans le rôle de l'un et de l'autre si on décide qu'on va prendre en considération tous ces acteurs. Oui, mais du coup, l'animal, on en fait quoi? Et du coup, l'écosystème, on en fait quoi? Donc, je pense que quand un médecin monte sur scène et se dit « Ah, je suis l'écosystème, comment je prends des décisions en me prenant en compte ?» Ça change un peu les rapports, c'est une façon un petit peu ludique, mais hyper... On fera ça au café après, alors. Mais qui fonctionne très bien, on peut le faire au café. Moi, de ce que j'en vois, ça fonctionne très bien pour qu'on en ressorte avec un projet commun. De plus être en lutte contre, mais de prendre soin ensemble. C'est un peu ça, le mot de la fin. On pourrait l'imaginer aussi entre acteurs de différents territoires. Hein. Ça pourrait donner aussi quelque chose d'aussi interpellant, c'est-à-dire qu'un médecin européen se mette à la place d'un médecin à Fianarantsoa, par exemple, pour voir comment se joue et comment se retrouvent ces enjeux d'antibiorésistance. Alors, localement, moi, je pense qu'effectivement, mais c'est très difficile d'agir localement quand en fait la pression elle est globale. C'est difficile de se mettre à la place sans le vivre. Et puis déjà, mais agir localement alors que la pression elle est globale, on le voit bien avec la question donc de la vente illicite de médicaments, hein, qui s'est arrosée sur tous les continents, enfin dans tous les pays qui sont moyens, comment on dit, moyens et faibles revenus. Et c'est un problème d'inégalité qui est flagrant, qu'il faut qu'on arrive à enrayer et donc agir au plus près, effectivement, des populations locales. Parce qu'il me semble que là où ça va bouger, ça viendra justement des populations elles-mêmes, de cette prise de conscience des populations. Donc on a aussi, nous, en tant que scientifiques, un rôle à jouer au plus près des populations locales. Donc ça, moi, c'est mon petit rêve, c'est d'arriver à mettre en place ce qu'on appelle des sortes de living labs sur les territoires où finalement les experts vont devenir
et les acteurs vont devenir les membres de la population elle-même, parce que c'est là que l'information va remonter. Voilà. Nicolas, le mot de la fin? Oui, mais je pourrais rebondir là-dessus. Moi, c'est une chose que j'avais pu dire tout à l'heure. Je pense qu'il faut que les politiques de lutte contre l'antibiorésistance, qu'elles se pensent avant tout comme des politiques de développement et de lutte contre les inégalités. On a énormément investi sur surveillance, stewardship, innovation, qui sont des piliers importants, mais je pense qu'ils sont surtout adaptés à certains contextes, les Nords pour le dire vite, et certaines zones des Nords, sans doute. Il y a la prévention, il y a l'hygiène, il y a l'accès à tout un tas de dispositifs, pas seulement des antibiotiques. Et je pense que si on investit beaucoup sur ça, ce qui est aussi une manière un petit peu peut-être de faire un pas de côté par rapport au paradigme infectieux d'éradication et de lutte contre les microbes, il y a des chances que ça ait un impact de moyen ou de long terme pour faire baisser le fardeau, le burden, comme on dit, de l'antibiorésistance. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé à cette table ronde, d'avoir croisé nos regards. Quand j'ai démarré, commencé à côtoyer des gens des SHS, moi je mettais dans une boîte tout ce qui était SHS. Et puis en rentrant, je me dis mais il y a des portes partout là-dedans, il y a des disciplines, il y a du droit, il y a de l'économie, il y a de la politiste, de l'anthropologie, l'ethnologie. Au fin fond, il y a la philosophie, la sociologie. Et en fait, oui, en tant que vétérinaire, en tant que médecin, les SHS sont un bloc. J'espère qu'aujourd'hui, on aura un petit peu donné envie aux spectateurs de creuser ça. On n'a pas pu, évidemment, prendre toutes les questions, hein, Sophie. Il y avait beaucoup de questions. On les a... Venez nous parler. Voilà, les invités. On les regardera. On les regardera. Voilà. N'hésitez pas aussi à regarder toutes les ressources qui seront mises en ligne des différents invités sur le site. J'en ai une ici que je vous recommande, l'antibiorésistance. Ce n'est pas du tout la seule, mais qui a été coordonnée. C'est un ouvrage qui a été coordonné par Claire, où plusieurs contributeurs, plusieurs regards ont été compilés sur... Dont Jean-Yves Madet et Léonie Baroubière. Oui, on était plusieurs à contribuer à ce livre, un fait social total. Et les différentes productions et ouvrages et publications seront mis aussi en ligne sur le site de l'ANSES ensuite de cet événement. Donc merci encore une fois à vous toutes et tous, à vous 4, 5. Merci Sophie pour l'aide à la collecte des questions et la participation à ce débat. On espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a ouvert des angles des regards différents. Un petit peu, si on a pu un petit peu vous donner... c'est l'apéro là, donc le côté apéritif de l'approche de ces disciplines à la problématique de l'antibiorésistance, c'est dans le cadre du concept que tout le monde connaît maintenant, One Health, sans forcément complètement le comprendre dans ses détails. Et je pense qu'on sera heureux. Voilà. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci encore une fois. Merci. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.